une faute, c'est la mort assurée. Jouer toujours avec ce curseur de la mort, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai failli mourir, quoi, 3-4 fois. Pour m'en sortir, la chose qui m'a le plus sauvé, c'est de faire de l'amnésie momentanée. La prison m'a traumatisé. De 20 ans jusqu'à l'année dernière, je n'ai dormi que entre 2 heures et 4 heures par nuit. Je suis un homme de défi. Quand je suis en dehors de la maison, je suis un animal. Les gens pensent que la survie, c'est quand je pars en expédition, alors que pour moi, la survie, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Je pars en expé pour réussir à survivre dans le quotidien. Laurie, je suis trop content d'être là. On a déjà fait un épisode il y a 3-4 ans, je dirais, ensemble. C'était à distance, il n'y avait même pas la visio, la vidéo. C'était un peu comme si on était au téléphone. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais que j'étais ressorti de cette interview très frustré. Je m'étais dit, putain, j'ai loupé un truc là. Ouais. J'ai loupé un truc. Parce que tu as fait 100 000 trucs dans ta vie. Tu as eu un parcours rocambolesque, effectivement, un papa pas gentil, que tu as pardonné. Tu as fait de la prison. Ouais. T'as grandi dans une violence assez extrême, t'as eu un déclic à un moment, t'as choisi de rejoindre un peu une voie de la sagesse, mais une violence peut-être personnelle, intérieure. Tout à fait. D'aller faire des expéditions en Islande, en Bolivie, des traversées de l'Arctique, avec des films, des documentaires. Aujourd'hui, présentateur télé pour M6 sur The Island, très beau successeur de Mike Horn. Ouais. C'est une belle présentation. C'est une très belle présentation. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je vois un hyperactif, je vois quelqu'un qui a envie de croquer la vie à pleines dents. La première question que j'ai envie de te reposer, et j'ai pas réécouté l'interview, tu vois, mais c'est le souvenir que j'en ai. C'est quoi tes premiers souvenirs de sport, d'aventure, de dépassement ? Mes premiers souvenirs de sport, ça reste la discipline dans laquelle j'étais. J'ai toujours été très féru de sport. Il a fallu me canaliser très jeune. Et moi, j'ai commencé par du hockey sur glace. J'étais gardien de hockey sur glace. Okay. Donc, c'est assez hors du commun à cette époque-là. J'ai arrêté parce que la patinoire avait fermé et que c'était trop loin en fait, pour mes parents de m'emmener. Et c'est là que j'ai commencé le foot. J'ai fait du football pendant de nombreuses années avant d'entrer en centre de formation, donc ça a bercé une bonne partie de mon enfance et qui sont tous mes souvenirs de sport en tant qu'enfant. Le hockey, tu te prends des parpaings, non ? Ça forge, hein ? Ouais, le hockey, c'était très sportif. J'ai adoré ce sport et tout, mais c'était un sport qui coûtait beaucoup d'argent pour mes parents à l'époque, qui avaient très peu de moyens. Et les allers-retours étaient très compliqués, mais c'était un sport qui était assez passionnant parce que c'était un sport d'équipe sur la glace qui est assez particulier quand même, plutôt américain, on va dire, ou canadien. Et donc, ce sont mes premiers souvenirs de sport. Ok. C'est là tes premiers amours du froid, quand même. Moi, on m'a souvent dit, tu vois, le hockey sur glace, faut avoir envie des entraînements, quoi. Tu te prends des coups, ça pèse lourd l'équipement. Surtout pour le gardien. Faut apprendre exactement. Tu te prends des parpaings dans la tronche, à une vitesse de ouf. Et en même temps, dans la patinoire, il se les caille, quoi. Ouais. Donc, c'est pas facile tous les jours. Ce ne sont pas mes premiers souvenirs de froid, en tout cas. Je pense que mes premiers souvenirs de froid, ils étaient beaucoup plus dirigés sur l'éducation que j'ai eue. À plein de moments dans ma vie, mes parents avaient très peu de moyens, donc je me rappelle des endroits où, quand mes parents rénovaient des maisons, parce que mon père était dans un métier manuel, on dormait dans une caravane, sans eau, sans électricité, avec des bouillottes. Donc on a plutôt été élevés à la dure, et les hivers ont fait partie considérablement de mon éducation. Ok. Ça forge le froid. Ça forge. Je prends des douches froides tous les matins. Je sais pas si ça... En tout cas, moi, je tombe plus malade depuis 3 ans. Là. Okay. Franchement, c'est exceptionnel. Tu ressens le froid, toi ? Je ressens le froid comme une personne normale. Enfin, je sais pas d'ailleurs, normal, pas normal. Je ressens le froid, mais je me sens plus à l'aise dans le froid que dans le chaud. C'est la question qui revient souvent quand on me la pose. Tu préfères survivre à plus 50 ou à moins 50 ? Avec le temps, plus dans le froid. Mais moi, je suis issu des milieux subsahariens et tropicaux, donc j'ai
plus de facilité de base dans les stages que j'ai fait avec l'armée en Guyane, dans les déserts que j'ai traversés. Mais dès que j'ai découvert les milieux polaires, nordiques, c'est vrai que c'était des rêves de gamin déjà. Et puis, je me suis senti assez à l'aise finalement. Et je trouve qu'il y a toujours plus de facilité à se réchauffer dans un endroit qui est glacé qu'à essayer de baisser en température dans un endroit qui est extrêmement chaud, malheureusement, qui n'est pas possible. Donc, non, le froid aujourd'hui, ouais, ça fait partie de ma vie. J'y retourne assez régulièrement, malheureusement. C'était ma dernière expé, ma dernière grosse expé. Je crois qu'on en parlera après, mais oui, ça fait partie aujourd'hui de ma vie. Et ce que j'aime dans le froid, c'est qu'il y a une partie très militarisée, en fait. Où la marge d'erreur est nulle, et ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas droit à l'erreur. On sort son gant à moins 50, c'est fini, on transpire, on ouvre sa veste, la transpiration se transforme en glace, on prend 5 kilos, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est très technique en fait. Ce qui fait que j'aime ce côté très technique où la marge d'erreur est très 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 faible, quasi nulle, et où la préparation va de pair avec ces dimensions-là. Donc c'est un danger hyper extrême, mais pas palpable. Ça veut dire que, en gros, c'est pas comme si je sautais d'un avion en faisant du base jump. Là, c'est hyper extrême et on se dit waouh, c'est impressionnant, c'est hyper dangereux. Le froid, c'est tout aussi dangereux que sauter d'un avion, sauf qu'en fait, c'est moins impressionnant. Mais clairement, une faute, c'est la mort assurée sur un bout de banquise qui se décroche, sur une mauvaise gestion de la transpiration, sur une engelure. Il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à l'extrême froid. Et c'est vrai que ça paraît juste une balade sur la banquise. Et on se dit, waouh, c'est beau, mais ça n'a pas l'air si dangereux que ça, alors que ça l'est. Et c'est toute la dimension des expéditions. Voilà, ce ne sont pas des métiers qui sont hyper impressionnant visuellement, à part quand on traverse des champs de Pâques et quand on imagine il est tout seul pendant tant de temps, il a traversé un océan, il a traversé un désert, ça doit être très très dur cette solitude, et donc les gens arrivent un petit peu à se projeter sur ça, sur le confort. Dormir dans un duvet pendant 3 mois d'affilée, ça doit être difficile. L'hygiène doit être très difficile, et ça revient assez régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas waouh comme métier. C'est très calme finalement, plat, mais ça reste très très extrême quand on le vit de l'intérieur. Bon, je vais beaucoup te questionner sur le froid et tout. Je suis hyper curieux. Là, tu me teases un peu. J'ai envie de terminer un peu ta présentation sur ton enfance. Tu vois, tu l'as déjà raconté plusieurs fois. Il y a un bon podcast. Je mettrai le lien dans la description où vraiment tu es en détail, en profondeur là-dedans. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un gros féru de sport d'un côté. À la maison, ça rigole pas du tout. Non. De l'autre. À l'école, je crois que tu es très turbulent aussi. Oui, je suis assez passable à l'école. Tout simplement parce que le système scolaire n'est pas du tout adapté pour moi. C'est pas que je suis mauvais, c'est juste que je suis trop dissipé, je suis hyper actif, et donc je rate tout. J'ai pas le brevet des collèges encore aujourd'hui. C'est pas spécialement une fierté ou une tristesse, mais c'est une réalité. Et donc c'est ces éléments-là, oui, en fait, mon enfance difficile, la violence du côté de mon père, la difficulté. On a été éduqués quand même très à la dure. C'est des situations qui pourraient moins exister aujourd'hui en France. C'était assez spartiate, c'est primitif. Chasser, pêcher, manger ce qu'on tue, apprendre à survivre tout seul, à fabriquer. Ça va un petit peu au-delà de je vais faire une petite cabane dans mon jardin. Nous, on a vraiment été éduqués à la dure notamment avec un de mes frères. J'ai 2 frères, mais avec celui qui est juste en dessous de moi, on a 18 mois d'écart, donc on est très proches. Et c'est vrai que cette difficulté sur l'éducation de l'enfance, que j'ai vu comme quelque chose de pas bon quand j'étais enfant, s'est transformé en force forcément quand j'ai commencé à arpenter le monde et à comprendre que j'étais plus dur au mal que dans plein de situations, que plein de personnes. Et donc je me suis retrouvé avec ça, avec mon analgésie congénitale qui est mon seuil de douleur qui est un petit peu plus lointain que la norme. Il y a plein de petites choses, plein de petits paramètres comme ça, l'éducation, le sport, l'extrême. Pendant un temps, ça a été effectivement le côté illégal. Mais j'avais besoin de cette adrénaline que j'ai retrouvée en fait. Tout ce que j'avais dans mon enfance, finalement, je l'ai retrouvé condensé dans les expéditions.
l'entrepreneuriat, le dépassement de soi, l'organisationnel, la gestion des émotions, vivre à 2000% et vivre des émotions extraordinaires, l'adrénaline. Enfin, tout ça s'est retrouvé dans les expéditions. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait en faire un métier, effectivement, c'était Mike à cette époque-là. On avait un peu qu'un seul guide, Mike et Bear Grylls, l'anglais, la bite et le couteau. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de fabriquer quelque chose dans cet univers-là, de l'aventure, et de partir en fait dans les zones les plus reculées du monde pour réaliser des efforts et des exploits sportifs en défiant très souvent la mort. Tu les connaissais ces gars-là quand tu étais gamin ? Quand j'étais gamin, non. Moi, j'ai jamais eu la télé jusqu'à plus de 18 ans. Donc je regardais des cassettes vidéo de Mary Poppins, pour tout te dire, les week-ends quand mes parents voulaient bien, et en cachette. Avec l'âge, on a regardé plein de trucs, mais c'est vrai qu'on a été très désociabilisés, ce qui fait que moi j'ai jamais mangé un choc à pic avant 20 ans, et j'ai jamais eu de la malbouffe. C'était pain beurre confiture, des livres, et tout se passait à l'extérieur. Donc c'est une éducation qu'on critique pas. Quand on est enfant, c'est un peu difficile. Voilà, j'avais l'impression d'être différent de tous les autres. J'allais à l'école à pied. C'était un choix ou c'était une contrainte de la part de tes parents ? C'était un mix. Ouais. C'était un mix. Il y avait vraiment leur éducation. Mon père, il était issu d'une très grande fratrie de 7 frères et une sœur, des grandes familles un peu catho. Et ma mère, elle était issue d'une famille très rurale, très pauvre, des quartiers de Bordeaux à Lormont. Ce qui fait que ce mélange a créer en fait des choix de vie assez particuliers. Et puis on était dans une autre époque aussi, faut se le dire. On était vraiment dans une autre époque où foutre des tartes à ses enfants, c'était pas considéré comme extraordinaire. Les gamins, ils étaient là beaucoup plus dans la nature, à devoir se débrouiller, à devoir être créatifs, à faire travailler l'imaginaire. Aujourd'hui, plus du tout. C'est plus comme ça. Moi, j'ai des enfants maintenant. J'ai 2 filles de 7 et 9 ans. Voilà, ça n'existe plus, ça. Donc je regrette pas d'avoir vécu ça, et c'est très drôle parce que maintenant, en tant que parent, je reviens un petit peu sur cette éducation, pas spartiate, mais un peu stricte et difficile, où il faut se confronter à certaines choses. Et je le disais souvent, quand mes enfants tombent, je les ramasse pas, parce que pour moi, c'est le début d'une fabrication qui n'est pas bonne. Ah ouais. Mais je trouve, tu vois, pour avoir eu un père très dur aussi, très exigeant, qui m'a poussé vraiment dans mes retranchements à plein de niveaux, tu vois. Je trouve maintenant, en tant que papa, le vrai challenge, c'est de trouver la bonne dose entre qu'est-ce qui était bon dans cette part d'exigence, d'élitisme et de dépassement de soi. C'est un peu le travail de tout parent, de toute génération, finalement. Mais mais tu vois, après, je trouve un peu les côtés éducation un peu plus positive, tu vois. J'ai l'impression que c'est quand même un truc plus moderne, tu vois. Ouais. Et on y voit des bons côtés. Tout est pas complètement applicable, tu vois, sur le terrain. Il y a des moments, tu pètes des câbles, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, tu as été éduqué d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut faire des choix entre l'éducation, la volonté, le fantasme que tu as d'être quelqu'un d'autre, comment tu as voulu, et l'exemple que tu as reçu, et te dire, ah oui, en fait, je vais pas faire ça. C'est toujours des schémas qui sont soit similaires, soit à l'inverse. Dans l'éducation qu'on pourra avoir, les schémas un peu alternatifs, c'est difficile, parce que voilà, moi j'essaye d'en avoir le maximum, mais c'est vrai que je tomberai pas dans un sens ou dans l'autre. Je trouve que justement ce juste milieu, de se dire il y a de la difficulté, il faut être strict, il faut être dur à certains moments, mais à côté de ça n'empêche pas de donner de l'amour, d'accompagner et d'être là pour ses enfants. C'est juste que il faut une certaine rigueur, je pense, au milieu de tout ça. Elle est difficile aujourd'hui, plus que jamais, avec les réseaux sociaux, avec les écrans, avec la façon dont on consomme le temps. Les gens font plus de sport, les valeurs sont beaucoup plus... les valeurs sont différentes, quoi. Moi, je sais que chez nous, on a des valeurs très fortes. La confiance, le respect des autres, le respect des anciens. On est très codé dans ma famille et tout. C'est des choses que j'essaie d'imposer presque à mes enfants. Pour leur montrer qu'il peut y avoir une certaine différence aussi à ce niveau-là, et pas être toujours dans le moule comme tout le monde. Et je pense que ça, c'est le truc qui me plaît aujourd'hui dans cette espèce de différence. C'est se dire... ok, le culte de la différence, c'est intéressant, mais pour en faire quelque chose de constructif. À quel moment... c'est quoi les moments où tu t'es senti le plus différent, toi, gamin ? Tu disais que
Tout le temps. Sur quel truc? Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué déjà, pour se rendre compte, tu vois? Quand on découvre que j'ai l'analgésie congénitale, donc c'est un symptôme qui ne permet pas à une personne de ressentir la douleur comme monsieur tout le monde. Tu as des paliers, donc tu vas avoir A, B, C. En gros, tu ressens plus ou moins la douleur comme une personne normale, et puis après ça s'éloigne, ce qui fait que l'appréciation de ton corps peut être plus résistante à une difficulté physique. Ça a changé une bonne partie de ma vie, jusqu'à récemment, jusqu'à 35 ans. De 5 ans à 35 ans, j'ai passé 30 ans de ma vie à essayer de comprendre où était le bon curseur. Puisqu'à chaque fois que mon corps m'envoyait une information, j'étais déjà dans le rouge. Pour donner un exemple, je me rappelle, ça m'a marqué et ça a changé une bonne partie de ma vie. Je travaillais dans le bâtiment très jeune, à 14 ans, j'ai arrêté l'école, je suis parti travailler en pré-apprentissage. Voilà. Donc le soir, je rentrais, je travaillais pour des copains de ma mère au départ, avant de rentrer en formation chez les compagnons. Et je rentre chez moi pour enlever ma chaussure, et puis je comprends que j'arrive pas à enlever ma pompe, quoi. Je me dis, putain, il y a un souci et tout. Et je regarde en fait, et j'avais une pointe qui avait traversé mon pied de part en part. Et je l'avais pas senti. Et à la fois, ce sentiment, il est extraordinaire. Parce que quand t'es gamin, quand t'as 14 ans, t'es un super-héros. C'est génial, t'as l'impression que t'es immortel. Ça fait rire les copains, non? Ça fait rire les copains. Et même, tu deviens un petit peu comme un gars expérimental, quoi. Donc ça, c'était assez chiant, on va pas se mentir. Le bon côté, c'est vraiment... Ça m'a galvanisé dans ma confiance en moi. Et je me suis dit, il n'y a rien qui peut me tuer. Et j'y ai cru. Et en fait, c'est devenu tellement un mantra de vie que je me suis dit, jusqu'à 35 ans, à chaque fois que je recevais une information, eh ben, c'était trop tard. Donc ça se traduit en arrêt cardiaque, ça se traduit dans des situations très très extrêmes, des morts médicales, des situations où en fait tu meurs, ou tu peux mourir, ou tu es déjà en fait dans la dernière phase de danger. Ce qui fait que ça a été très dur. J'ai mis 30 ans à vraiment comprendre. Maintenant, quand mon corps m'envoie un signal, j'arrive à bien le décrypter et à me dire, ok, en fait, j'ai eu ce signal-là avant, mais je ne l'ai pas interprété comme il faut. Et donc ça, c'est très dur. C'est une introspection assez profonde par rapport à l'appréciation de son corps, par rapport à sa confiance en soi. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, parce que je me suis senti complètement immortel. Donc ça va paraître fou de dire ça. Mais vraiment, mon frère et moi, on pensait qu'on était immortels. On a rééchappé à la mort des dizaines et des dizaines de fois. Ton frère, il a la même chose? Non, il n'a pas le même syndrome, mais en fait, on s'est retrouvés dans les mêmes situations. Et en fait, à un moment donné, ça nous a galvanisés, et on s'est dit, putain, on meurt jamais, quoi. On meurt jamais. Et même quand on meurt, on nous réanime. Et ça, c'est quand même fou. Et donc, du coup, ça nous a fait prendre une direction qui était faussée, qui n'a pas été vraie, évidemment. Hein. Je suis mortel comme tout le monde, mais qui nous a galvanisés dans une réflexion, à la fois qui nous a nourri d'un ego surdimensionné, et qui nous a permis d'accomplir des choses, et qui m'a permis d'accomplir des choses extraordinaires, des traversées dans des situations extrêmes, avec cette notion de risque qui n'était pas palpable. Moi, j'ai toujours été un garçon quand même très border, quoi. Ça veut dire que dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai jamais pris la part de risque qui était réelle, et je suis parti souvent en mode tête cramée, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que c'est toujours passé. Et là, je me suis dit... Mais c'est ça la réalité. Quand t'as pas peur, ça passe. Hein. Ouais. Et jusqu'au moment où, en fait, où même quand ça passe pas, ça passe. Et tu te dis, voilà, bon, en fait, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, qu'on soit clair, c'est juste mourir et pas être animé. Est-ce que j'ai envie de ça aujourd'hui? Non. Est-ce que j'avais envie de me retrouver dans cette situation avant? Oui. De jouer toujours avec ce curseur de la mort, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Aujourd'hui... c'est différent, j'ai grandi, j'ai des enfants, je me prépare, j'ai une équipe. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, d'avoir passé tout ce chemin de vie pour en arriver là, c'est de se dire, finalement, tout ça, je l'ai fait pour me rendre compte qu'avec une équipe, être entouré, je peux pousser encore plus le curseur. Avant, j'étais tout seul, je ne pouvais pas pousser le curseur là-bas. Maintenant, tu me dis, viens, on va là-bas. Si je sais que j'ai un hélico qui peut venir me chercher, je vais devenir fou.
je vais prendre plus de risques encore. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est une autre forme de prise de risque. Alors, ça paraît extraordinaire pour moi, oui, et ça me plaît parce que j'aime l'adrénaline, mais c'est toujours jouer avec une certaine frontière. Ouais, bien sûr. Puis il y a plein d'autres gens à qui ça va pas, tu vois. Non, et puis ça marchera pas pour plein d'autres personnes, mais c'est intéressant dans mon univers d'avoir cheminé comme ça. Voilà. Tu peux raconter l'expérience de réanimation et de mort que tu as eue? T'as des souvenirs ou pas? J'ai des souvenirs. La première, j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans. Donc, en gros, mon chemin de vie, il est assez simple. À 14 ans, j'arrête l'école. À 17 ans, je finis mon pré-apprentissage. Je rentre en apprentissage. Ça marche pas. À 18 ans, je rebascule dans l'illégalité. À 20 ans, je suis en prison. À 21 ans, je sors de détention et je découvre l'univers des stupéfiants, les drogues dures notamment. C'est un besoin de m'évader que j'ai. J'ai des copains qui le font. Moi, j'ai jamais fumé. J'ai jamais fumé un pétard de ma vie. Jamais une cigarette de ma vie. J'ai jamais pris de drogue de ma vie avant 21 ans. J'ai été quand même quelqu'un, et j'ai très très peu bu, donc j'ai été quelqu'un qui a fait beaucoup de choses très tard, et à chaque fois que j'y suis rentré, évidemment, c'était méga extrême. Et donc là, je me retrouve dans cette situation, et mon premier arrêt cardiaque, il est suite à un surdosage de stupéfiants. Quel produit, tu peux le dire? À peu près tous les produits qui existent, hein, MDMA, cocaïne, amphétamine, speed, voilà. C'était une époque qui est révolue, évidemment. Je pourrais plus jamais faire ça de ma vie, et puis j'en ai plus du tout envie, et puis c'est pas du tout compatible avec ma vie. Mais dans cette forme de violence dans laquelle j'étais, dans cette forme de haine, de revanche, de rage, à 20 ans, quand on sort des tensions, j'ai jamais pris l'avion. Moi, j'ai pas pris un avion avant 25 ans, en fait, puisque j'ai eu l'interdiction de quitter le territoire pendant 5 longues années. Bracelet électronique pendant 1 an, 5 ans d'interdiction de quitter le territoire. Donc, à 25 ans, j'ai jamais pris un avion. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est l'animal qui est en cage, quoi. Bien sûr. Donc, je découvre tout ça. Et ce qui est drôle, même si ça ne l'est pas, c'est que finalement, ça m'aide de me retrouver dans ces situations. Les stupéfiants me permettent de m'adoucir et de dire des choses que je dis jamais, et de me reconnecter un petit peu à mes émotions. Moi, c'est toujours resté dans un concept festif entre amis, et ça c'est jamais sorti de ce concept. En fait, j'ai pas eu d'addiction quelle qu'elle soit, et en fait, quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Mais ça m'a aidé considérablement à me reconnecter à une certaine forme de vie sociale, c'est ça, avec laquelle j'étais coupé, hein. J'ai pas eu de téléphone pendant plus d'1 an, j'étais intraçable, enfin je vivais vraiment mais comme un ermite, quoi. J'étais un putain d'ours dans sa grotte, j'utilisais les téléphones des gens, j'avais pas de compte en banque, enfin vraiment c'était scandaleux, quoi. Non, il n'y a pas de scandaleux, tu vois, c'est juste, c'était ton rythme. Mais ça a été mon mode de vie. Du coup, tu fais une overdose, tu dois te souvenir de rien, non? En fait, je me rappelle une chose, c'est la crise de tachycardie. Du coup, mon corps s'accélère, et là, je comprends qu'il va y avoir un problème. Et donc, je dis à mes potes, ok, bon, là, on a 5 minutes pour aller à l'hôpital. Et pendant tout le trajet, mes potes grillent les feux rouges, ça roule à 200 et tout. Je sens que ça va s'arrêter, j'ai un pressentiment et tout. J'arrive à l'accueil, arrêt cardiaque. Je me réveille. Je me rappelle que d'un truc, c'est le mec qui me reçoit et qui se fout de ma gueule. La montée, on a dû bien rigoler. La redescente, on rigole vachement moins. C'est la phrase qui m'a marqué à vie. Puis là, après, gros blanc, et je me réveille et je vois tous mes potes en train de chialer autour de mon lit. T'es sous perf et tout, non? Bah oui, là, t'es sous perf, ça cure dans tous les sens, ça te draine. Voilà, là, donc là, je suis à l'hosto, quoi. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à l'hôpital pour plein de raisons différentes, que ce soit les situations extrêmes de me péter des trucs. Voilà. Donc, j'avais les habitudes des hôpitaux, mais mes amis non. Et c'est un moment qui a marqué un petit peu toutes nos vies. Et qui a changé un petit peu la destinée de plein de gens autour de ce lit. C'est un déclic pour arrêter après, ou pas tout à fait? C'est un déclic pour arrêter, ouais, carrément. C'est un déclic pour arrêter, et à la fois, ça m'a fait tomber dans une névrose d'angoisse hyper violente, ce qui fait qu'il a fallu qu'à un moment donné, je re-affronte cette peur de la vie. Donc, tu vois, de te dire, j'ai commencé à faire des énormes crises d'angoisse, je paniquais, je croyais que mon cœur allait s'emballer à tout moment et tout, et donc ça m'a... Putain, ça m'a rentré dans une strate de ma vie qui m'a fait du mal.
Et du coup, j'ai dû repartir un petit peu dans cet univers-là pour annihiler mes peurs et passer à autre chose. Voilà. C'est marrant, bah, tu vois, moi j'ai eu une grosse expérience, tu vois, aussi de drogue très sombre, tu vois, où je pouvais boire une bouteille d'alcool fort par jour, avec prendre 1 gramme de coke dans la soirée, avec un paquet de clopes, tu vois. J'ai pris pas mal de MDMA, tu vois, et c'est le seul petit truc où je me dis, de temps en temps, j'ai vu qu'il y avait certains entrepreneurs champions qui le microdosent, tu vois, de temps en temps, et qui disent, ça te reconnecte un peu à toi, avec les autres. En fait, moi j'ai tout fermé là-dessus, mais c'est le seul petit truc où je me dis tiens, peut-être une fois. Ou LSD, en fait c'est les deux seuls drogues, MDMA et LSD, sur lesquels je pourrais y aller moi aussi, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une appréciation de la drogue qui est forcément négative. Tout le monde pense que se droguer c'est négatif. Oui, certes, ça fait du mal au cœur, au cœur, c'est négatif évidemment, mais encore une fois c'est comme tout. Je veux dire, que ce soit fumer un paquet de clopes, boire de l'alcool ou je sais pas, manger trop de sucre, ce qui est problématique, c'est l'addiction et l'extrême de la consommation. Donc il faut aussi démystifier un petit peu ce côté ah ouais, tu t'es drogué et tout. Oui, ça arrive. Il y en a qui fument des cigarettes, en fait c'est légal, mais c'est pire que tout. C'est quelque chose que je comprends typiquement pas du tout et sur lequel je suis. Ouais, ou l'alcool. Donc il faut démystifier un petit peu ce côté oui, on va dans des drogues dures. Je pense que voilà, il faut pouvoir dire, regardez les gens, j'ai fait une expérience, j'ai fait des expériences, je pense que c'est bien, ça m'a appris aussi à comprendre qui j'étais, à me reconnecter à certaines choses, à me dire que j'avais pas envie d'aller dans cet univers. Et au final, je suis pas devenu un junkie, bien au contraire, voilà. Et encore que même devenir un junkie, malheureusement, ça arrive à des gens qui sont démunis et ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous, des gens bien. Donc, les expériences de vie, je pense qu'elles sont propres à chacun et que même si les gens ont toujours une fâcheuse tendance à critiquer, voilà, c'est toujours plus facile d'être derrière et de dire quelque chose avec un certain regard que de l'avoir expérimenté et de dire avec une certaine humilité, oui, je l'ai fait, c'était génial. J'y retournerai pas ou c'était pas ouf, mais de se faire un propre avis et puis même de passer à autre chose. Le fait de l'avoir fait jeune, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je suis dans une santé extraordinaire. Ça fait plus du tout partie de ma vie et ça pourrait plus du tout faire partie de ma vie, mais j'étais content de le faire quand j'avais 20 ans. T'as vécu d'autres expériences de mort imminente ? Ouais, je me suis fait piquer par un scorpion. Donc là, c'est pareil, hein, la vie défile. T'as l'impression que tu vas mourir, et puis c'est le cas, quoi. Tu vas mourir. Tu t'en souviens ? Non, il y a plein de choses que je me souviens pas. Et puis moi, j'ai dans ma vie, pour m'en sortir, la chose qui m'a le plus sauvé, c'est de faire de l'amnésie momentanée. C'est-à-dire que en fait, j'ai fait de la sélection des souvenirs que je voulais garder. Contre ma volonté, peut-être parfois, inconsciemment ou consciemment. Mais je me rappelle pas de tout. Et c'est génial d'ailleurs, parce que quand on a des réunions familiales, on a tous une version différente de la même situation. T'es là, ah non, mais toi, tu te rappelles de ça et tout, t'as été un vrai enculé et tout. Et toi, t'es là, genre, ah non, je suis désolé, c'était vraiment toi le vrai salaud et tout. Et voilà, chacun survit à sa manière. C'est aussi une forme de survie, de faire de la mémoire sélective sur des souvenirs. Et moi, je me suis fabriqué comme ça. Il y avait tellement de choses noires, négatives, dures, que si j'avais dû me souvenir de tout, je pense que j'aurais fini en dépression. Ouais, c'est un réflexe d'autodéfense. Je suis en train de lire un bouquin. Moi, je me suis remis à la lecture parce que j'ai des problèmes d'hyperactivité et d'attention aussi, tu vois. Et je me suis remis à la lecture avec notamment un bouquin qui s'appelle Stolen Focus. Et livre exceptionnel sur pourquoi est-ce qu'on perd notre attention et pourquoi est-ce qu'on est un peu troublé, tu vois. Ça parle un peu des téléphones et tout. Mais il y a un des trucs, tu vois, les enfants qu'on manquait qu'on vécu dans un contexte violent développent quasiment automatiquement de l'hyperactivité et des troubles d'attention. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es dans un contexte de survie à la maison. Ouais. Et du coup, quand tu es à l'école, t'as juste peur. En fait, t'écoutes pas la maîtresse parce que tu penses à ce qui se passe chez toi, tu vois. Ah non, mais complètement. Et du coup, effectivement, même t'es dans une espèce de réalité parallèle, en fait. C'est pas ton corps est là, présent, et il y a une certaine forme de réalité et tout, mais en fait, t'es pas du tout connecté à ce qui se passe. Toi, t'es dans ton univers. Parce que t'es dans un stress ailleurs, en fait. Ouais. En fait, c'est la très bonne. Toi, tu connais bien, mais c'est la bonne métaphore de l'ours, tu vois. Ouais. Tu peux être, t'es dans une ville, il y a une jolie fille, tu vas être concentré sur elle, tu vois. Il y a un ours qui arrive. T'oublies la jolie fille, tu pars en courant, d'accord. Bon,
bon, bah, du coup, tu fais plus du tout attention à ce sur quoi tu as envie de porter ton attention. Si l'ours, il est là tous les jours, en fait, tu portes plus attention à ni à l'ours, la mais fille. peut-être même ça peut être à l'inverse. Tu vas prêter attention à une jolie fille parce qu'il y a des ours partout. Mais c'est la forme de normalité. Ouais, c'est comme ça qu'on se l'interprète. C'est pour ça que c'est très drôle quand on parle d'expédition aussi. En fait, moi, je peux te raconter des trucs qui sont hyper violents et tout avec une certaine forme de normalité parce que c'est mon quotidien. Et à côté de ça, toi, tu vas me raconter certaines choses qui vont me choquer peut-être parce que c'est ton quotidien aussi. Donc, Bien sûr. mais on est déconnecté des réalités des autres. On peut pas être partout dans toutes les réalités, moi je pense. Que ce soit la société, la vie de parents, le travail. Chacun a ses propres réalités. Et toi, tous les moments un peu durs où vraiment t'es passé pas loin, la mémoire, elle switch un peu. Elle enlève une partie des souvenirs. Non, moi je. Ou t'oublies juste la douleur. En fait, moi ce que je fais, ce que ma mémoire elle fait, c'est qu'elle transforme toutes ces situations en quelque chose d'extraordinaire et de fort. Et en fait, ça reste pas un mauvais souvenir où ma mémoire est marquée au fer rouge. Mon frère a beaucoup été comme ça. À chaque fois qu'on avait les mêmes souvenirs, on racontait les choses différemment. On avait pris un Kangoo, on avait pris un pylône à 140. Moi, je suis rescapé. J'ai l'impression que la vie m'offre une seconde chance. Et lui, il est endetté et il a fumé sa caisse, quoi. Il y a deux façons de se raconter pour la même situation. Et moi, j'ai toujours essayé de tourner les choses en ma faveur pour me sortir d'une difficulté émotionnelle et intellectuelle. Donc, chacun arrive ou non à prendre ce chemin-là. Moi, je suis quelqu'un de très, 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 très optimiste. Ok. Comment tu l'expliques ça ? Moi, je pense que c'est une forme de survie. L'optimisme, l'humour, c'est une forme de survie. Moi, je dédramatise beaucoup de situations. Tu es obligé, sachant que la plupart aujourd'hui des situations dans lesquelles je me retrouve, c'est des volontés. Donc, ça veut dire que c'est moi qui ai fait le choix de me retrouver dans cette situation-là. Donc, s'il n'y a pas un minimum de sarcasme et d'autodérision sur... c'est quand même... Ah oui, je suis là, il fait moins 50, il y a des ours partout. Je risque ma vie et en même temps... Quand tu t'adresses à quelqu'un, il va te regarder, il va te dire « Ah mais bon, c'est ton choix. Donc ça sert à rien de te plaindre. » Ce qui fait qu'il faut avoir déjà une certaine forme d'autodérision, à la fois pour pouvoir répondre à ça, parce qu'en fait les gens pensent que parce que tu as fait un choix, tu dois fermer ta gueule. Alors que moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Pas parce que tu fais un choix qu'il n'est pas difficile et que c'est pas une épreuve de plus, mais c'est pas pour autant que tu as fait ce choix. Et à côté de ça, il faut de l'autodérision parce que oui, c'est quand même toi qui t'es foutu dans la merde, tu as voulu aller là-bas, c'est comme se lancer dans une course ultra-trail et te dire « Ah bah attends, c'était hyper dur. » Bah oui, attends, tu le savais, c'était 80 km. Bah non, tu le sais pas. Tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu, tu le sais pas tant que tu l'as pas traversé. Et pour ça, il faut aller faire une expérience, se découvrir et explorer. Moi, je dis, avant d'explorer le monde, je me suis beaucoup exploré moi-même. J'ai fait plein d'épreuves, plein d'expériences, plein de recherches pour trouver des réponses. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de se fabriquer dans des réponses qui sont propres à chacun, plutôt que de penser que, ou qu'on te dise, ah ouais, donc l'autodérision, ouais, moi je rigole souvent de mes situations, ça, c'est normal. C'est vrai, je le vois, je le confirme. Il faut. J'ai juste envie de faire un passage plus ou moins rapide sur l'épisode prison. Ouais. Il y a une raison très personnelle, c'est que déjà j'ai rencontré très peu de gens, tu vois, ouais. qui ont vécu ça. Et aussi qu'osent en parler, parce que c'est deux choses distinctes. Et après, on reviendra, si tu veux, sur les expés. Et j'ai envie qu'on parle de froid, qu'on parle de glace, qu'on parle de tout ce que tu as pu vivre. Mais comment est-ce que tu te retrouves en prison ? Comment est-ce que tu te retrouves en cellule ? Alors, moi, je finis... alors, ce qui est très intéressant... je l'ai fait tout un épisode, vraiment, et j'invite tout le monde à écouter cet épisode parce que c'est la première fois de ma vie où je me suis livré à 200% sur les expériences qui sont passées en détail, à la fois sur comment j'y suis allé, comment j'ai terminé en détention, et qu'est-ce qui se passe quand on est en détention, les choses extraordinaires, et ça m'a pris 1h30 de le raconter parce que c'est très 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 riche. Donc je vais essayer de synthétiser, mais en gros, moi je rentre pour un braquage à main armée avec séquestration et violence en bande organisée. Okay. Ce qui fait que, en gros... c'est une histoire de quartier où il y a quelqu'un qui me manque de respect et qui a une grande bouche à cette époque-là. Moi, je suis un jeune plein de violence, plein de haine, plein de rage à ce moment-là. Je vis des expériences de vie très dures chez moi, ce qui fait que quand je suis en dehors de la maison, je suis un animal, quoi.
Donc beaucoup de bagarres et donc déjà une certaine forme de respect des règles, des codes un peu, des valeurs qui sont je me laisse pas chier dessus. Donc du coup je rétorque et donc je crée un guet-apens où je séquestre une personne, je le dépouille voilà, avec armes, enfin la totale. Je me fais pas arrêter, je me retrouve à être en cavale pendant 8 mois. Je repars, c'est là que je découvre mes amis de Montpellier et je pars à Montpellier et je vis en cavale, mais la vie en cavale est extrêmement difficile, il faut le savoir. C'était une affaire qui était très politisée puisque c'était après l'histoire du scooter du fils de Sarkozy. À l'époque où ils ont déployé des moyens drastiques pour réussir à retrouver juste un scooter, ça avait fait tout un tapage. Mais moi, c'était pareil, c'était le fils du président du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'époque. Okay. Ce qui fait que c'était très politisé, mais il ne pouvait pas surfer sur cette ligne voilà, où le politique abuse de sa fonction. Ce qui fait que ils l'ont quand même fait, mais en off. Et du coup, ils mettaient une pression énorme à mes parents, notamment à ma mère. Ils étaient tout le temps en bas. C'était perquisition sur perquisition. Ce qui fait qu'au bout de 8 mois, je me suis rendu. Et j'ai été incarcéré dans la prison la plus surpeuplée de France. En tout cas, une des prisons les plus surpeuplées de France, qui l'est encore, qui est Gradignan, à Bordeaux. Je suis dans une cellule qui s'appelle le Chauffoir, cellule 525. Donc, pour comprendre comment ça se passe, une détention, c'est classé par étage. En bas, tu as ce qu'on appelle la pique, c'est tous les détenus qui sont des pédocriminels, qui sont des violeurs, donc qui sont mis à part. Et ensuite, tu es classé par violence de fait. Donc, c'est sur 6 étages. Moi, j'étais au 5e. Et ce qui est très mal fait en France, et ça j'en ai parlé plein de fois, c'est que un mec qui a volé un sac à main pour payer sa drogue est avec une personne qui n'a pas payé 36 PV et qui peut être avec une personne qui a tué 2 convoyeurs de fonds qui ont fait un Brinks. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les mandats de dépôt, ça veut dire que tu es en attente de jugement et tu es mélangé avec les pires. Ce qui fait que c'est très impressionnant. Donc moi j'ai passé moins d'1 an en détention. Je vais te raconter une histoire qui est quand même assez extraordinaire. Il n'y a qu'une chose qui m'a sauvé, c'est que j'ai écrit. En détention, il faut savoir que moi, je suis rentré le dernier, je me suis rendu, le mot est mal passé et tout le monde a cru que c'est moi qui avais donné mes camarades. Donc quand tu rentres en tant que balance en détention, la vie est difficile. Pendant 15 jours, je ne suis pas sorti de ma cellule. Et puis je me suis dit, un mandat de dépôt, ça peut durer 1 an, renouvelable 1 an. Clairement, ça va pas durer. Donc, je suis sorti, je me suis scotché des lames de rasoir entre les doigts. Et au portique, j'avais des chaussures avec des œillets en fer, des Doc Martens. Je sors dans la cour, ça bip. Le mec, il regarde mes chaussures, il me laissera en sortir. Et là, je me dis, c'est moi contre eux. Donc, un groupe de personnes arrive sur moi. Je me prépare, je me dis c'est la fin. Au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Je meurs, j'en ai quelques-uns. Et puis voilà, quoi. Enfin, je peux rien faire de plus, quoi. Et tout d'un coup, plus les gens avancent. Et en fait, je les reconnais. Et c'est que des potes à moi. Ouais, Louri, oh non, on est désolé, on savait pas que c'était toi, tatati tatata. Ouais, on sait, machin, bidule chouette. Ouais, on s'est occupé de lui, machin. Bon. Je précise évidemment que c'était une autre époque, hein, j'avais 20 ans, je suis absolument pas fier de ce que j'ai fait. J'étais un garçon très violent parce que j'avais moi aussi subi de la violence et plein de difficultés. Mais voilà, cette détention, elle escalait et dans cette détention, à partir de ce moment-là, il y a un autre tournant et donc je commence à écrire et je pète un peu les plombs en fait. J'écris et puis j'écris pour des gens qui n'existent plus. Je suis déphasé, quoi. Voilà, la détention m'a déphasé. Mais j'écris beaucoup, à des oncles, à des tantes, à mon père, à tout le monde et tout. Et j'essaye de me racheter partout. Et puis des lettres. Ouais. Okay. Et les autres détenus le voient. Et en fait, le mot passe que j'écris. Les gens, en fait, ils n'en ont rien à foutre si j'écris bien, pas bien. La plupart savent pas écrire. Ce qui fait que si tu as un problème, dans toute la prison, il faut aller voir le postier. Le postier, c'est moi. Et le postier va écrire pour toi. Aux juges, aux amants, aux femmes, aux avocats. Et il va écrire pour toi. Et le mot passe. Et du coup, tout le monde me consulte
me consultent pour écrire des lettres. Et je suis protégé forcément par tout le monde puisque je suis serviable pour quasiment toute la prison. Ce qui fait que ça m'a sauvé considérablement et ça m'a permis de traverser ma peine d'une manière beaucoup plus légère. Est-ce que les gardiens le voient ? Mais tout le monde le voit, mais même le postier, c'est le postier en fait. On me livre des timbres, des enveloppes, ça va vite dans une prison. Donc, tu passes pour le littéraire dans un monde de caïd, quoi. Ouais, alors que je suis nul à l'école et que j'ai pas le brevet des collèges, mais tout le monde s'en fout. En fait, les gens savent pas écrire, ils sont illettrés. Beaucoup de gens ont un zéro niveau à l'école, donc forcément, voilà. Puis après, bon, il se passe plein de choses. C'est ça aussi la détention. On se retrouve avec des situations qui sont extraordinaires, quoi. Mais dans le mauvais sens du terme. Ouais. Tu dis que tu vois aussi des agressions, des mecs de ta cellule qui se font taper, qui se font agresser et tout. Ah, tu l'as écouté donc ? Ouais, bien sûr, on prépare. Attends, quand même. Mais tu vois, j'avais envie aussi de le partager, mais tu vois, j'avais envie aussi de creuser. C'est quoi la réaction qu'il faut avoir quand tu vois un mec de ta cellule se faire éclater la tronche parce qu'il a fait des conneries, tu vois, ou parce qu'il n'est pas respecté ? C'est quoi ? Ce qui se passe sous tes yeux n'est pas tes affaires. Tu peux t'interposer, tu peux faire ce que tu veux, si tu as envie de faire le mec bien, tu vas le faire le mec bien, mais tu peux le payer de ta vie. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Ça, c'est à toi de décider quand tu es sur place. Ça sert à rien de faire le héros, quoi. Tu peux faire le héros, mais tu peux mourir en héros, et puis tout le monde t'aura oublié demain. Voilà, c'est un choix qui t'appartient. Je sais que moi, je n'ai pas spécialement fait le héros. Voilà. On parle quand même de gens qui sont très très sérieux. On parle de grand banditisme, on parle de gens qui font sauter des métros à Madrid, on parle de gens qui ont découpé leurs femmes avec des sabres, on parle de gens qui sont très énervés. On ne parle pas de mecs à taper un sac à main, quoi. T'arrives à dormir, toi ? Eh bien alors ça, c'est une excellente question. De 20 ans jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire longtemps, 17 ans à peu près, je n'ai dormi que entre 2 heures et 4 heures par nuit. C'est depuis ce moment-là ? Ouais. La prison m'a traumatisé, surtout sur un événement. Je vais raconter. En fait, un jour, il y a les hélicoptères qui arrivent. Bref, GIGN. Voilà, il y a un gros client, quoi, qui rentre dans la prison. Nous, on rigole, pour faire court, on est là. On ne sait pas pour qui il est celui-là, mais à mon avis. Et le fruit du hasard fait que c'est pour Bibi. Donc, nous, dans le chauffoir, en fait, il faut savoir que c'est 6 lits et pratiquement entre 8 et 10 détenus qui dorment. Donc, déjà, c'est la guerre pour avoir un lit. Mais on est plus nombreux que dans les autres cellules, où ils sont 2 par cellule. Mais attends, les mecs, ils dorment par terre. Ouais. Tu vas pas dormir en cuillère avec. Ah, mais non, tu dors par terre. Voilà, c'est par terre, à même le sol. Donc c'est la guerre des lits, quoi. Donc il y a une certaine forme de combat qui se passe déjà à ce niveau-là. Donc c'est déjà la guerre. Ce qui fait que ce mec, donc qui fait partie d'une cellule terroriste, arrive au chauffoir, cellule 525. À partir de là, moi, je deviens complètement parano. Je commence à dormir avec une boîte de conserve de haricots sous mon oreiller. Enfin, c'est violent, quoi. Tu te dis à tout moment, le mec, il fait péter la prison, quoi. À cette époque-là, il était accusé de faits où il avait fait partie du réseau qui avait fait péter des bombes dans le réseau à Madrid. Il y avait plus de 200 morts, quand même. Ce qui fait qu'encore une fois, c'est une autre dimension, c'est une autre réalité. Et moi, je dors plus à partir de ce moment-là. Je crois que la première année, je suis devenu complètement insomniaque. Ça a été très très dur. Quand je suis sorti de détention, j'en ai vraiment pété, mais très 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 fort. Je suis devenu associable, agoraphobe, insomniaque. Enfin, j'ai eu beaucoup de problématiques qui ont été liées à ça. Et puis après, je me suis jamais vraiment remis en fait de ce sommeil, ce qui fait que j'ai passé pratiquement 17 ans à dormir entre 2 et 4 heures par nuit. Et depuis le décès de mon père, mais aussi depuis ma rencontre avec Jérémy dans cette même période. Et après plein de travail acharné, j'ai essayé de casser mon cycle du sommeil, de le briser, de le refabriquer. Et j'ai testé 1 milliard de choses pour réussir à le faire. Et depuis 1 an, je peux le dire, je dors plus de 6 heures par nuit. Félicitations. Merci.
tu te sens mieux? Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à la fois, oui, bien sûr, je me sens mieux. Je me demande vraiment comment j'ai réussi à faire pendant toutes ces années, parce que j'ai été 98 ou 19% du temps sur le nerveux. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'en fait, je suis tout le temps fatigué. Je suis épuisé, quoi. Aujourd'hui? Ouais. Plus qu'avant? Je suis beaucoup plus fatigué parce qu'en fait... le système parasympathique qui a switché, quoi. Voilà, le sommeil me demande du sommeil, et en fait, j'ai tellement été carencé pendant toutes ces années de sommeil que voilà, mes efforts... Mais après, ma vie a changé aussi, hein. Je fais beaucoup plus de sport, je m'entraîne tous les jours, hein, donc les volumes sont plus importants et tout, mais c'est vrai que je suis quand même assez vite fatigué. Et je sais pas, peut-être avec l'âge aussi, il y a plein de petites problématiques qui apparaissent et qui sont liées ou non, je ne sais pas, mais disons que je suis un peu plus en pleine conscience de mon corps aujourd'hui et qu'il me parle et il essaie de me dire quelque chose qu'il n'a pas réussi à me dire pendant 17 ans, quoi. C'est ouf. Voilà. Je sais pas, mais... Non, mais il y a des médecins qui te suivent. Ouais. Franchement, des médecins du sommeil devraient se régaler avec toi. Mais on fait plein de tests en ce moment. Je vais être accompagné, je l'espère, par un nouveau doc pour lequel j'ai beaucoup de respect et que tu as reçu il y a peu de temps. Ok. Voilà, donc c'est très passionnant parce que comme rien n'est fait, je ne vais pas le dire, mais oui, je fais de la luminothérapie. J'ai ouvert un centre de luminothérapie à Biarritz avec ma fiancée. Je suis un protocole de luminothérapie sur les angoisses, le cycle du sommeil, l'optimisation et la préparation, récupération sportive. Donc c'est très très intéressant, c'est passionnant, c'est recréer en fait le cycle circadien de manière complètement normale, puisqu'aujourd'hui on est dans des salles, on est dans des... Ici on n'est pas au top pour ça. Ouais, on est avec des écrans bleus, voilà quoi. Donc ce qui fait qu'on on a complètement perdu les informations qu'on devrait donner à notre corps sont plus bonnes. Et on envoie des mauvaises informations à notre corps, ce qui fait qu'on regarde le téléphone, on va dans le métro, on travaille dans un bureau, on n'est plus exposé à la lumière du jour. Et donc du coup, je fais une mini promo de mon salon, hein, mais la lumino, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. Voilà. Okay. À réussir à injecter une dose de lumière en fonction de l'heure à laquelle je me retrouve, va diriger mon corps dans une direction qui va m'endormir, me réveiller, me booster, et ça c'est très important. Ok, donc c'est ça le principe. Je connais très mal la luminothérapie, mais c'est ça le principe, c'est en fonction de l'heure, tu vas recevoir... Ça c'est pour le côté sommeil. Ouais. Après, l'exposition à la lumière va redensifier les cellules, va régénérer la peau, donc c'est très utilisé pour les masques beauté femmes, mais en fait quand ils ont poussé un peu le curseur, et nous on a travaillé avec des gens qui sont leaders du marché ici à Paris, avec une super marque, et des professeurs, des chercheurs et tout. Et en gros, ça a aussi un effet sur le corps d'un sportif, puisque en recevant des bonnes doses de lumière avec une fréquence assez régulière, ou avec un protocole qui a été mis en place pour chaque personne, eh bien, ils ont constaté qu'il y avait une optimisation de la masse musculaire, qu'il y avait une optimisation de la récupération, et qu'il peut y avoir une préparation aussi très dirigée, et on va éveiller ou non les muscles en fonction de l'entraînement qu'on va avoir, et ça a vraiment un impact sur une préparation. Et d'ailleurs, nous, on ne le sait pas, mais ces protocoles-là sont déjà, par exemple, installés dans le 15 de France, à l'AS de Monaco, et sur des personnes qui font le Vendée Globe. Et en fait, ces protocoles permettent de couvrir un spectre de problématiques assez large. Ça va du cycle du sommeil à l'optimisation et à la récupération sportive. Ça traite l'acné pour les jeunes, la redensification des cellules pour les femmes, un peu ce côté anti-âge ou en prévention. Donc c'est quand même très très large, et c'est assez passionnant. Ok. Petite question, moi j'aime bien la loi de Pareto, les 80-20, tu vois. C'est quoi? Il faut faire 5 minutes tous les jours, il faut faire ça pendant un mois, si t'en fais une fois 1 heure, ça suffit. Tout dépend en fait. C'est quoi le minimum que tu peux faire pour commencer à avoir un peu des effets on va dire pour un mec comme moi qui fait 2 heures de sport par jour, qui est entrepreneur et tout, qui bosse beaucoup, j'ai des enfants et tout.
Ma peau, je pourrais faire des petits trucs quand même. Alors, pour le côté beauty, la peau, c'est une exposition minimum d'une fois 20 minutes par semaine sur des protocoles de 6 mois. Ensuite, il y a 3 mois où tu arrêtes, où en fait le corps a emmagasiné toute l'information que tu lui as donnée. Et donc, il va travailler. Donc là, c'est des termes techniques que moi, j'ai pas, mais ça va sécréter des choses dont ton corps a besoin pour continuer dans cette direction-là. Et après, tu reprends ton traitement. Pour le corps, c'est des protocoles qui peuvent aller d'une fois, 2 fois par semaine en fonction de ta préparation, qui vont être de 20 à 40 minutes. Nous, on traite 2 choses chez nous. En fait, on fait de la luminothérapie au plafond et de la photobiomodulation dans le lit. Donc, en fait, on est la seule boutique. Notre salon, le Grand Rouge, c'est le seul salon de France qui a réussi à faire les 2 technos dans la même pièce, et ce qui permet en fait de travailler à la fois sur ton stress, ton anxiété, ton cycle du sommeil et tout ce que tu as besoin, mais aussi sur ta récup sportive. Donc ça, c'est génial. Et l'idée, c'est il y a tout un protocole qui va être mis en place en fonction de toi, parce qu'en fait, on est quand même tous très différents. Donc en fait, à partir du moment où tu dépasses un certain stade et que tu es considéré comme un sportif, parce que aller à la salle une fois par mois, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas s'entraîner 2 heures par semaine, et c'est pas s'entraîner 2 heures par jour, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a des paliers où on a plus ou moins de la nécessité de récupération ou pas, et ça se passe en fonction de chaque personne et en fonction des problématiques qu'on va avoir. Je dors mal le soir, je sais pas pourquoi, je me couche à 18h45, ça marche pas, alors qu'à 21h et donc ça, c'est assez ciblé. Donc ces protocoles-là, ils sont établis en fonction du doc qui nous accompagne. Mais écoute, je passerai à Biarritz. Avec grand plaisir. Je viendrai tester le Grand Rouge, c'est ça? Grand Rouge, le salon s'appelle à Biarritz, il est en plein centre, franchement. Avec toi, tu l'utilises comment? C'est quoi ton protocole à toi, on va dire un peu classique en ce moment? Mon protocole à moi, alors il est très difficile et c'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi justement sur le côté nomade, puisque moi je suis énormément en dehors de chez moi. Donc quand je suis chez moi, c'est très protocolé, c'est très bien. J'ai une routine, que ce soit au niveau du sport, au niveau de l'agenda avec les enfants et la répartition de ce que j'ai à faire, notamment d'aller au salon. Mais quand je suis pas là-bas, c'est très compliqué. Ce qui fait que là, on essaie de développer une tablette qui va m'apporter les mêmes choses que quand je suis au salon, mais que je peux utiliser. Par exemple, j'ai un gros jet lag, il faut que je me recadre de suite pour pas perdre de temps. Mais j'absorbe la dose de lumière dont j'ai besoin. Donc là, on travaille sur un format portatif, mais moi, ça peut aller d'1 à 2 fois par semaine, et c'est quasiment toute l'année. Ok. Merci de partager ça. Ça m'intéresse beaucoup. Faut que je me mette un peu plus là-dedans. C'est passionnant. Moi, j'ai découvert ça l'année dernière. Quand on a décidé vraiment d'écouter son corps et de vouloir optimiser, de pousser un peu le curseur. Voilà, ça fait partie des choses qui sont passionnantes. J'ai parlé à d'autres médecins. Il y a plein d'autres techniques, évidemment, qui existent. Il y en a qui vont parler de méditation, il y en a qui vont parler de plein de choses. Mais en tout cas, d'avoir exploité ça m'a permis de m'aider dans mes problématiques. Ouais. Mais ça joue un peu avec la science. Et j'entends, tu vois, des Brian Johnson ou d'autres grands entrepreneurs un peu maboules dire que c'est assez exceptionnel. Donc, je suis assez curieux de savoir. Je fais un petit flash forward, je reprends un peu le fil, mais on va parler un peu du switch. Tu vis une année terrible du coup en cellule, tu perds le sommeil, tu sors, tu as un bracelet électronique, tu l'as dit, pendant plus de 5 ans. Période où tu te cherches, drogue, overdose. À quel moment tu te dis je vais faire autre chose de ma vie, je vais changer de vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui est assez extraordinaire pour la plupart des gens, mais qui finalement est une suite logique dans ma vie, c'est que moi j'ai beaucoup fait des resets et j'ai beaucoup restart de quelque part sans trop me poser de questions. Je suis quelqu'un qui a touché à tout, qui est allé dans plein d'univers différents et tout. Et ce qui fait que pour moi, c'est quand même assez facile de me dire ok, là, je quitte une société qui génère 2 millions de chiffres d'affaires pour partir à l'aventure. Ce qui s'est passé dans ma vie. Ok. Voilà. J'étais pas heureux. J'ai monté une société. Je faisais de la construction de maisons écologiques avec un très faible impact carbone. L'idée, c'était d'être révolutionnaire dans un marché. Ça a été le cas. Je l'ai fait pour être une bonne personne. Pour me racheter de mes erreurs, pour être un papa exemplaire et un fils parfait.
Mais finalement, en fait, je me suis juste fait chier, quoi. Donc, une fois que le défi était relevé, je me suis juste dit, ah ouais, d'accord, ok, je fais 2 millions de chiffres, je me paye 100 000 balles en perso par an et je paye des impôts là-dessus. Ah bah, ça me fait pas spécialement rêver, quoi. Je suis impôt sur les bénéfices, impôt sur les stocks, il y a des impôts partout, ce qui fait que ça a été j'ai découvert le système de 3 manières différentes. Je l'ai découvert en allant en détention, ensuite je suis devenu entrepreneur et ensuite je suis devenu père. Et c'est les 3 systèmes qui m'ont permis de découvrir la France et dans les 3, j'ai pas spécialement été conquis de cette dimension, ce qui fait que j'ai voulu arrêter quand j'avais 25 ans. C'était génial, quoi. Je sais plus quel âge j'avais, mais vraiment j'avais le fantasme de créer de l'emploi, d'être un entrepreneur, de faire beaucoup de chiffres. Quand on débute dans le métier, t'es là. Moi, j'ai essayé 1000 business et puis t'as le fantasme. Vraiment, t'as plein de fantasmes différents. Puis très rapidement, ça s'envole. Je trouve qu'aujourd'hui, on est mal accompagné, on laisse pas sa chance à des gens qui veulent vraiment se battre, ou alors il faut faire partie de plein d'organismes qui sont très protocolaires, très longs, il faut rentrer dans des incubateurs, il faut rentrer dans des directions, peut-être que tu n'as pas toujours envie, ou en fait, tu es dépossédé de ton projet, tu es dépossédé de ton capital, et c'est pas toujours facile, donc chacun trouve midi à sa porte, encore une fois. Aujourd'hui, je suis toujours entrepreneur dans ce pays, il n'y a pas de souci, mais j'ai compris mieux comment ça fonctionnait, et j'ai mieux structuré. Et j'ai aussi lâché du lest sur plein de situations. Mais voilà, pour en revenir à ta question, j'ai toujours restarté de quelque part où j'étais déjà en bonne situation. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les défis. Je suis un homme de défis. Et donc, c'est ça qui m'a passionné. Et c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est que c'est jamais pareil tous les jours. C'est des endroits, des environnements différents. C'est des sociétés qui sont différentes. Un jour, je suis présentateur. Le lendemain, je suis aventurier. Le lendemain, je fais de la crypto. Le lendemain, je fais de l'IMO. Et ça, j'aime. Et même dans chacun de ces écosystèmes-là, c'est pareil. C'est très diversifié aussi. C'est quoi ta première idée d'expédition ? Ma première idée d'expédition, c'est une expédition qui est un peu foireuse. C'est traverser pieds nus le désert des Bardenas, pas très loin de chez moi. À cette époque-là, je marchais pieds nus. C'était un petit peu ma revendication face à mon enfermement. Ma seule liberté que j'avais, c'était que je marchais pieds nus. Donc je marchais pieds nus tout le temps, toute l'année. Et je me suis dit, je vais faire une expé comme ça. Et donc j'ai traversé le désert des Bardenas, qui était littéralement... C'est où ? En Espagne, c'est un petit désert en Espagne qui est très beau, qui est très visuel, qui ressemble vraiment aux États-Unis, dans des États fous. Ok. Et en gros, c'était même pas une expé, quoi. C'était une découverte de l'aventure, du ravitaillement, de la sécurité, de plein de choses. Donc, ça a été ma première appréciation de ce que pouvait être une espèce de mini-expé. Et avant ça, c'était évidemment mon voyage, puisqu'à 25 ans, j'ai quitté la France dès que mon interdiction s'est levée. Et puis là, j'ai traversé les États-Unis, j'ai traversé le Mexique, j'ai fini à Bogota, en Colombie, et il m'est arrivé 1 milliard de choses dans cette aventure qui n'avait absolument rien d'un voyage en backpack. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et après quoi, je me suis lancé dans ce truc. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des petites expés un peu plus grosses. Puis aujourd'hui, on fait des mastodontes d'1 million où on part 3 mois sur la banquise proche du pôle Nord. Donc ouais, voilà, on a fait du chemin. Comment ça se finance au début ? Tu l'as dit, tu viens pas d'une famille très aisée, tu sors de prison, donc tu es complètement marginalisé. C'est quoi ? Tu finances toute ta poche à chaque fois, tu trouves des petits boulots. C'est quoi ? Tu montes, tu dit, tu montes tes boîtes, mais du coup, tu fais des business. Comment ça se... C'est très drôle. Au début, c'est passion, tu vois. Au début, c'est passion. Oui, bien sûr. Quand tu débutes, de toute manière, je me rappelle comme c'était hier, tu reçois tes premiers contrats de sponsors qui sont 3 vestes d'une marque qui t'a dit ouais, on te soutient dans ton projet, t'es comme un fou. T'as l'impression que c'est l'Eldorado et tout, alors qu'en fait, ça lui a coûté Wellou, qui a l'habitude de faire ça depuis la nuit des temps. Mais je voyais ça comme quelque chose d'extraordinaire. Et c'était génial cette époque-là, j'ai adoré. Après, tu fais ce qu'on appelle
je sais plus comment on dit, mais où tu fais des espèces de projets participatifs. Donc, ce qui est génial, là, les projets participatifs, c'est que tu as l'impression que tu montes un truc avec des goodies, tu vas rendre des contreparties et tout, mais en fait, il n'y a que la famille qui te file de l'oseille, ou 2-3 potes et tout, et donc ça s'arrête là. Et donc, ça, c'est quand même assez drôle, mais au début, t'as pas besoin d'autant de moyens. Au début, tu fais beaucoup de choses à la démerde. Donc, finalement, t'as personne qui t'accompagne, t'as besoin de payer ton billet, ton équipement, t'as besoin d'un peu d'argent pour la logistique, mais ça s'arrête là. Donc, ça commence comme ça. Et puis c'est très dur. Très honnêtement, ce que je dois dire, c'est que personne, et moi j'essaye de le faire, mais personne n'a montré la voie en fait de comment on arrivait à financer une expédition. Personne ne parle de ses sponsors, personne ne veut partager ses sponsors. Donc en gros, il y a une espèce de sujet mystique sur lesquels personne n'a vraiment levé le voile. L'argent est tabou, quoi. Mais non, l'argent n'est pas spécialement tabou, mais en fait la façon d'en faire est tabou. Ça, et surtout quand tu es dans un marché d'hyper niche où il y a 3 pelés qui sont là et tout. Moi, je vais te le dire texto. Alors c'est hyper drôle. C'est hyper drôle parce qu'en fait, le temps a bien fait les choses. Mais j'étais avec Annika au téléphone, la fille de Mike, il n'y a pas si longtemps. Et je lui dis, tu te rends compte quand même que... alors, je sais plus quand c'était, mais je crois que c'était en 2017. Je lui envoie un message et je lui dis, parce que tout gamin devait dire à Mike à cette époque-là, je suis fan de vous, est-ce que vous voulez bien faire une aventure avec moi et voilà, j'envoie un message comme ça, mais vraiment des messages que je reçois aujourd'hui. Donc j'arrive vraiment à comprendre qu'il n'ait jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait que lui comme référence. Donc, forcément, tu as envie de poser plein de questions, 1000 questions. Comment tu fais pour financer ci? Comment tu vas à la BAC et machin? Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait se fabriquer tout seul, encore une fois. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai restart complètement et que je me suis dit, je dois bâtir considérablement, de toutes pièces, mon modèle économique. Qu'est-ce que va être mon modèle économique et comment je vais réussir à financer les expéditions? Aujourd'hui, je peux te répondre. Donc, tu vas avoir les partenaires qui te sponsorisent à l'année en tant que sportif, puisque moi, je suis considéré comme un sportif de haut niveau. Donc, je vais avoir des partenaires qui m'ont donné 50, 100, 150, 1000 euros par an pour que je fasse mes entraînements et que je fasse ce pourquoi je suis fait, c'est-à-dire faire des expéditions. Ensuite, tu as les mécènes, les sponsors supplémentaires parce que tu vas financer des projets. Donc là, tu vas essayer d'aller chercher des marques. Tu vas avoir différents leviers. Ça va être de la création de contenu, des contreparties, floquer le matériel quand tu es à l'autre bout du monde, faire des conférences. Il y a forcément quelque chose que tu dois redonner en retour. Et puis après, tu as tout ce qui est produits dérivés, les films, les livres, les conférences, les podcasts, tout ce que tu vas réussir à vendre, toi, dans ton écosystème, du merch, et qui te permet de gagner de l'argent, et les produits plus volatiles, en tout cas, que tu vas avoir à la vente pure et dure. Et tout ça crée un écosystème global où, en fait, dedans, moi, aujourd'hui, je suis présentateur d'un côté. Donc, je vais avoir une enveloppe à l'année qui va être dédiée à la présentation d'une émission. Je vais avoir une enveloppe qui est du sponsoring de mes partenaires qui me financent à l'année parce que je suis aventurier, que je représente leur marque partout où je vais dans le monde. Et puis après, il y a tous les projets que je monte. Et là où c'est comme une entreprise, il faut le structurer, il faut trouver les équipes, il faut trouver un moyen de financement, mais il faut aussi trouver une viabilité du projet, de comment on va finalement gagner de l'argent à l'arrivée. Donc ça, c'est plus dur, et plus tu augmentes dans les années, plus les budgets sont importants, plus tu es accompagné, plus il faut structurer. C'est une véritable entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, moi, mon écosystème est fabriqué comme ça, en plus des autres sociétés que je possède. Mais j'ai aucun mal à en parler. Et d'ailleurs, j'aimerais dans les années à venir pouvoir initier, faire des formations et expliquer ce que moi j'aurais adoré qu'on m'explique, et trouver des réponses en fait qui sont introuvables. Et c'est une galère. Et c'est pour ça que je me suis mis à écrire des livres, finalement, pour les grands et les petits, avec beaucoup d'images, avec des schémas et avec des explications, parce que c'est hyper dur, quoi. Et j'en reçois plein des messages comme ça de jeunes qui veulent se lancer. Et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc à un moment donné, j'envisage de réfléchir à une centralisation de où est-ce qu'on pourrait mettre toutes ces personnes qui ont envie de partir à l'aventure et qui ne savent pas comment faire. Ouais, c'est dingue parce que nous, sur Extraterrien, on a plein de messages de jeunes qui nous disent oui, comment je peux financer ma carrière, comment
comment choisir un coach, dans quelle structure je dois aller, tu vois. Et ça m'a donné l'idée d'écrire un bouquin, c'est un peu la bible du futur athlète ou du futur champion. Mais aujourd'hui, en plus, on a une nouvelle ère. Ouais. On est dans le 2.0, donc les gens ont moins froid aux yeux, il y a plein de choses qui sont abordables. Mais aujourd'hui, je veux dire, prenons un exemple concret, des agents de sportifs comme moi qui font des expés, ça n'existe pas. Il y en a très peu, ouais. Voilà. Et ça se compte sur le doigt d'une main. Donc oui, c'est hyper dur. Il faut comprendre en fait cet écosystème de l'outdoor parce que t'es pas un mec qui fait de la perf, t'es pas un gars qui va gravir des sommets, qui va rouler à 300 et qui va courir comme Mathieu Blanchard. Donc forcément, ça, une marque, il faut qu'elle le comprenne et il faut qu'elle comprenne qu'elle va vivre différemment. Mais c'est difficile aussi à expliquer, c'est difficile à faire vivre. Moi, j'ai toujours été très très fort de créativité dans la façon dont je pouvais réinventer mes partenariats, mais je te garantis qu'il faut vraiment se faire chier. Ah ouais, mais j'imagine. Donc voilà, et aujourd'hui je dis pas que c'est plus simple parce que les ambitions sont encore plus hautes, et là on parle carrément de faire des levées de fonds pour faire des projets, donc c'est encore autre chose, hein, c'est encore un autre level. Moi, typiquement les levées de fonds, c'est pas un écosystème dans lequel j'ai évolué, j'y connais rien. Et pourtant, j'ai des projets qui ont cette ambition-là et pour lesquels il faut lever 1 million, 2 millions, et où tu te dis... Ok, ce que tu vas faire et ce que tu vas fabriquer doit servir à d'autres personnes et en même temps va te servir à toi. Enfin, c'est complexe. Ouais, bien sûr. On pourra reparler en antenne. T'es reparti en expédition avec tes filles, traverser effectivement le désert de Bolivie, c'est un désert de sel. Ouais. Est-ce que c'est pour tourner la page? Est-ce que c'est pour écrire autre chose? C'est pour se relancer? Toi, la question un peu sous-jacente de ça, c'est comment on fait pour s'en remettre? Comment est-ce qu'on digère? Alors, moi, clairement, j'ai pas la science infuse et ni le coup de baguette magique. Donc, je vais pas dire j'ai la bonne ou la mauvaise solution, mais j'ai essayé des choses. Déjà, j'ai essayé d'extérioriser pas mal. J'ai pas été à la rencontre de la difficulté de mes émotions. Je les ai pas toujours acceptées, mais par contre, je les ai accueillies. J'ai accueilli la violence, j'ai accueilli la rage, la colère. J'ai accueilli tout ça, et ça passe aussi par être à l'écoute, pas que de soi. Voilà, mes filles, elles étaient plus jeunes, 6 et 8 ans, donc c'est pas facile. Je les ai épargnées sur les derniers moments de vie. Elles l'ont vu et ça allait encore bien, mais il était déjà mourant, quoi. Mais elles l'ont vu pour sa fête, mais elles l'ont plus vu après. Ce qui fait qu'il y a comme une sensation d'inachevé aussi sur est-ce que c'est palpable, pas palpable, finalement quelqu'un disparaisse. Mais comme c'était tellement violent que j'ai préféré qu'elles n'assistent pas à ça. On était d'accord avec leur mère. Mais par contre, je me suis dit, ça doit me donner quand même une bonne leçon. C'est vrai qu'on attend toujours les situations et on se dit toujours, un mariage, on fait des efforts, aller à un enterrement, on n'a plus le choix. J'ai jamais été dans cette philosophie-là. Moi, j'ai toujours voulu me bouger le cul en temps réel, faire des efforts quand il fallait et tout. Et donc là, je me suis dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et l'attaque, pour moi, c'est l'action. Et donc, comment ça se traduit? Je vais emmener mes enfants en expédition et on va passer un moment hors du temps, tous les trois. Et cette idée a maturé assez rapidement et je me suis dit je vais faire un truc assez accessible. Donc on est parti traverser le plus grand désert de sel du monde en Bolivie, qui s'appelle le Salar de Uyuni, qui est situé à 3700 mètres d'altitude et qui est une étendue de blanc à perte de vue avec des petits îlots au milieu de terre. C'est un désert qui est quand même assez grand, qui peut faire 150, 200 km dans sa dimension la plus longue. Mais c'était une super idée et donc du coup on a fait fabriquer un chariot avec mes enfants, on s'est équipés et l'idée c'était de le partir du nord-ouest pour aller au sud-est dans sa dimension la plus grande et traverser 150 km à pied. Et donc c'était un moment extraordinaire pour plein de raisons différentes. Déjà parce que moi je suis quelqu'un qui suis dans une espèce d'hyper-réalité un petit peu brutale, un petit peu... difficile à entendre. C'est que chaque jour je me lève en imaginant que de toute manière à un moment donné ça va s'arrêter. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de différent pour être heureux? Et la seule chose que je suis en capacité moi aujourd'hui de faire, c'est créer du souvenir. La seule chose que je peux faire, c'est
créer des souvenirs avec mes enfants, avec les gens que j'aime. Et en fait, tu partiras ni avec ton argent, ni avec ta grosse voiture, mais tu partiras avec tes souvenirs par contre. Donc, c'est devenu un peu un mantra de vouloir passer des moments avec les gens que j'aime. Et c'est ce qui m'a animé durant toute l'année 2024. J'ai passé beaucoup plus de temps avec les gens que j'aimais. Et cette expérience en Bolivie en a fait partie, forcément. Et ça a été un moment de connexion assez incroyable avec mes enfants parce que j'ai pu découvrir aussi tout ce que je leur avais inculqué dans mon éducation, la difficulté, le dépassement, ne pas lâcher. Je l'ai découvert dans cette expédition. Et à la fois, j'ai découvert une maturité pour leur jeune âge extraordinaire, hein, puisque forcément, mon père, elle l'appelait Papi Chulo. Et donc, il y a des moments qui sont extraordinaires, quoi, et qui à la fois te coupent l'herbe sous le pied d'un coup. Moi, j'ai failli chialer toutes les larmes de mon corps, quoi. Ça m'arrive jamais. Je suis pas quelqu'un qui pleure dans la vie de tous les jours. Pas parce que j'ai envie de me considérer comme un super grand garçon, mais parce qu'en fait, je suis pas comme ça. Voilà, mes émotions, je les gère. Ça fait partie de mon travail. Je les contrôle. Si je me foutais à chialer toutes les 5 minutes parce que je traversais par quelque chose, je pense pas que je serais très compétent dans les expéditions. Ce qui fait que c'est quand même très difficile pour moi d'être poussé dans des retranchements où je me sens acculé et en difficulté. Et puis, les filles, elles ont su me cueillir, quoi, mais avec une facilité hors pair, quoi. Et t'es là, genre, t'as quel âge déjà, toi? Okay. Moi, j'ai 34 ans. Non, mais je disais ça à mes filles. Ah ouais, t'as quel âge déjà, toi? T'as genre 8 ans. Et puis, ma petite, elle avait 6 ans à ce moment-là, et elle disait, Papi Chulo, il serait quand même fier de nous aussi, il serait fier de toi, parce que aventurier, il pensait pas que c'était un métier, et puis là, s'il nous voyait tous ensemble en train de traverser le désert de Bolivie, je crois qu'il serait vraiment trop fier de toi, papa. Et toi, t'es là... Ok. Ouais. Et en fait, c'est que ça, quoi. C'est que des gros missiles plein de gueule que tu prends toute la journée. Papi Chulo me manque. Là, je suis sûr qu'il est avec nous. Je me rappelle les étoiles qu'il nous a apprises, machin et tout. Et en fait, ça s'est transformé aussi dans une façon un peu normale pour mes enfants de gérer à leur manière leur deuil. Et on en a parlé tout au long de cette traversée et tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en ayant signé chez M6, puisque j'ai signé en avril 2024 dans le groupe M6 pour devenir présentateur, j'avais réussi à vendre un documentaire au groupe. Et ils sont venus réaliser donc tout un documentaire de 52 minutes sur la traversée de la Bolivie avec mes filles, qui sort le 28 janvier sur M6. Et donc, on y découvre en fait la vraie vie, quoi. On y découvre la traversée, la difficulté, la volonté abandonner, repartir, se relever. Et voilà, et on est 100% nous dans ce documentaire. Et c'est une manière pour moi aussi de faire découvrir la face cachée de mon intimité. Je suis pas quelqu'un qui m'exprime spécialement sur mes émotions, sur ce que je traverse, sur ma vie privée. Mais par contre, je trouve que là, tous les éléments étaient réunis pour partager des valeurs qui me sont fortes. L'éducation, la nature, le dépassement de soi, la fabrication d'un documentaire pour leur faire des beaux souvenirs, créer du souvenir, encore une fois, parce que c'est le maître mot de tout ça. Et voilà, c'est une mission réussie et je suis très fier d'avoir fait ça. Et qui sait, peut-être qu'on en fera une trilogie où je les emmènerai ailleurs, parce qu'elles ont tellement adoré que voilà. Mais c'était un moment extraordinaire que je souhaite à tout parent, de pouvoir se connecter à ses enfants avec une vraie simplicité, et puis de prendre le temps d'avoir du temps. Parce que prendre le temps, c'est déjà difficile, mais prendre le temps pour en avoir plein après, c'est très très dur, surtout dans la société dans laquelle on est. On a toujours quelque chose à faire, il faut se lever, préparer à manger, emmener les enfants à l'école, aller au sport, travailler, appuyer sur la zapette de la télé et tout, ce qui fait que des moments à toi, ça n'existe plus. Et moi, dans ma façon de fabriquer mon temps, il est très régi en fait finalement. Quand je suis pas là à 100%. Par contre, quand je suis là à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc là, c'est la première fois de ma vie où j'arrive à allier les deux. Et j'arrive à allier mon rôle de père et mon rôle d'aventurier dans un seul même moment et de l'avoir vécu à 300%. Donc c'était extraordinaire. Tu vas leur donner le goût, tu penses ? Je pense qu'elles ont déjà le goût en fait de tout ça. C'est pas spécialement des grandes aventurières, mais par contre elles aiment découvrir le monde. On a vu des flamants roses, on a vu des lamas. Elles, ce qu'elles adorent, c'est découvrir en fait les différentes communautés, les différentes langues. Elles aiment voyager, et puis parfois c'est rien. Là, pour te dire par exemple un truc, ma fille de 6 ans n'avait jamais pris un avion de sa vie.
Contrairement à ce qu'on peut imaginer de l'aventurier et du papa aventurier, non. En fait, j'ai fait la plupart des choses que je fais, je les fais en local, pas très loin, chez moi. J'ai pas besoin de prendre d'avion en fait. Donc, à 6 ans, prendre un avion, c'était déjà extraordinaire. C'était déjà l'aventure dans l'aventure. Ce qui fait que ça, quand tu vois tes yeux pétillants, premier avion de sa vie et deuxième avion de ma grande, elle avait pris qu'un seul avion dans sa vie aussi. Mais voilà, c'est génial, quoi. Donc, c'est créer du souvenir, encore une fois, fabriquer des émotions, fabriquer du souvenir, fédérer, te rapprocher de tes enfants, de les connaître encore un petit peu mieux, en les sortant d'un écosystème très, éducation nationale, très classique. Là, c'est génial, quoi. Elles peuvent s'exprimer, elles peuvent parler de leurs émotions, elles peuvent rêver, s'inventer. Et pour moi, c'est la meilleure manière de les éduquer. Qu'est-ce qui a changé en elles, selon toi, là ? Est-ce qu'il y a des petits trucs où tu dis tiens, elle faisait pas ça avant, ou tiens, elle a évolué là-dessus? Ouais. Forcément, en fait, quand tu crées du souvenir avec des enfants, il y a des moments qui deviennent des moments référents. Et typiquement, quand tu dis regarde, ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau ici. Quand tu rentres chez toi et qu'elle passait 3 heures sous la douche, tu leur dis rappelle-toi la Bolivie, elle coupe l'eau de suite, quoi. Non, mais c'est un bon message d'éducation, c'est voilà. sûr. Donc j'ai plus besoin de parler sur plein de choses en fait. Je leur rappelle des moments, je leur dis vous vous rappelez-vous cet enfant qui avait pas à manger et tout. Je demande pas. Je suis très arrêté sur plein de choses moi. Je déteste qu'on gaspille la nourriture. Je suis pas quelqu'un qui va consommer de l'eau avec une façon extravagante non plus. Je suis un garçon qui prend le minimum de douche, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Je suis très spartiate moi dans ma vie et j'ai pas spécialement envie que mes filles tombent dans un hyper confort et qu'elles soient déconnectées d'une forme de réalité. Je pense que c'est important de savoir se débrouiller aujourd'hui seul. Moi, mes enfants, à 6 ans, elles savaient déjà préparer des pâtes, bouffer toutes seules, faire chauffer de l'eau sur la gazinière, prendre des douches, être autonome. Et je pense que voilà, ça peut paraître hors du commun pour certains et tout, mais je pense que c'est cette façon d'éduquer, d'éducation qu'on a reçue, qui est un peu intéressante et qu'il faut remettre au goût du jour. Et pas tomber dans l'assistanat de 100% qui est au goût du jour. Ouais. Là-dessus, je te rejoins à 200%, quoi. Moi, j'essaye le plus possible... En fait, à chaque fois que je fais un truc pour mes enfants, je me pose la question de est-ce que il pourrait pas le faire lui-même, ou qu'est-ce que je peux lui apprendre dans le process pour que de plus en plus il le fasse lui-même, tu vois. Et je vois que ça marche bien en fait. Ça marche très bien, mais en fait les enfants assimilent beaucoup plus facilement que tu ne le penses. C'est les a priori qu'on a qui nous font ne pas y aller, mais eux, il y a pas de problème. Va là-bas, ça bouffe là, machin. À partir du moment où tu laisses pas le choix, ça discute plus. Donc tu vois, j'étais chez des amis là pour les fêtes. Ils ont un enfant unique et moi quand je dis on va à la douche, je vais pas me répéter 2 fois. On va à la douche. Et c'est pas je suis méchant ou je suis strict. C'est juste prends en considération que je te demande de faire quelque chose. Ok ? Je suis ok, ton père, il n'y a pas de souci. Mais mon rôle, c'est pas de venir toutes les 5 minutes, de te répéter les choses. Et là où je me sens pas respecté. Donc mes filles, elles l'ont très bien compris. Et en fait, c'est beaucoup plus simple à la maison. Quand je te demande quelque chose, tu le fais. Si tu n'as pas envie de le faire, tu me donnes une explication rationnelle. Peut-être que tu as raison toi aussi. Mais au moins, il n'y a pas de problème. Alors que non, je traîne, j'ai pas envie d'y aller, machin. Pas de négociation. Voilà. Non, mais je trouve que la négociation, elle est intéressante à partir du moment où elle est fondée. Moi, si tu me donnes une explication rationnelle de pourquoi tu veux pas aller au sauvetage côtier dimanche, mais je peux l'entendre. Donne-moi une explication rationnelle. Explique-moi pourquoi ce dimanche tu ne veux pas y aller. Moi, ma fille, ma petite, elle fait de la danse, de la gym, quand même avec un certain niveau. Elle s'entraîne 8 heures par semaine, c'est quand même pas rien pour une enfant de 7 ans. Maintenant, elle a 8 ans, elle s'entraîne 8 heures par semaine. Si elle me dit le samedi, j'ai pas envie d'aller à la gym parce que je suis fatigué, il n'y a pas de souci, tu vas pas à la gym le samedi. Mais par contre, donne-moi une explication rationnelle. Parce que si c'est une question de flemme, ça passera pas. Chez moi, il y a de la rigueur. Il faut avoir une certaine assiduité et une certaine forme de politesse, une certaine forme d'éducation. Tu sors pas de la table si tu m'as pas demandé. Tu dis s'il te plaît, tu dis merci, tu ranges les affaires dans la cuisine. Et je suis pas à ton service. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est cette façon de fabriquer l'éducation qui m'emmène dans des endroits qui sont un peu plus chiants pour eux que pour moi. Mais à côté de ça, quand on est à l'autre bout du monde en train de traverser un désert et qu'on est en train de créer des souvenirs extraordinaires dont elles se rappelleront toute leur vie, mais voilà, il y a un certain équilibre. Des herbes de sel, j'imagine, ça doit...
Ça crame les yeux, non? Ça doit cramer la peau et tout, là. Tu les as envoyés quand même, au casse-pipe, quoi. Ouais. Ouais, il y a des photos assez impressionnantes. C'est quoi le truc le plus dur que vous avez... La réverbération du soleil sur le sel, elle est ultra puissante. Ce qui fait que les filles, même si elles étaient couvertes, elles avaient les yeux protégés, elles ont quand même eu des petites brûlures sur les joues. Toi, tu le sens quand tu as ce genre de brûlure, d'irritation? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu aucun problème avec tout ça. J'ai les mains qui étaient exposées. Mais les filles, j'en ai une qui est un peu plus sensible que l'autre. Et puis après, c'est le non-respect aussi des règles. Ça veut dire, j'ai chaud, je l'enlève. Et donc ça, tu vois, c'est affreux ce que je veux dire. Mais tu joues, tu perds, quoi. T'as pas écouté ce que je t'ai dit, t'es cramé, quoi. Du coup, t'as compris. Donc moi, je suis dans cette forme d'éducation très par l'expérience. Évidemment, je vais pas te dire saute du pont, meurs pour comprendre ce que c'est. Faut pas être non plus con-con, mais là où il y a une certaine... voilà, il faut comprendre que les expériences sont difficiles, sont compliquées et que parfois, il faut les vivre. Moi, le répéter 200 fois, en fait, tu sais quoi, t'as envie de le faire. Vas-y. Mais il n'y a pas de problème. Ouais, je comprends pas, tous les autres enfants, ils peuvent aller là-bas et tout, ils peuvent faire ça. Mais vas-y, fais-le. Fais ci. Ah, par contre, fais ci. Moi, ma fille, elle veut un téléphone, par exemple. Elle a 10 ans, elle veut un téléphone. Tu veux un téléphone? Pas de problème. Si tu vas d'ici au sauvetage côtier 2 fois par semaine, toute seule, je t'offre un téléphone. Ça s'appelle l'autonomie. Et je suis d'accord de travailler pour ton autonomie. Par contre, si tu me donnes rien en échange, je n'ai rien à carrer. Tu peux juste rêver, ma cocotte. Si c'est juste pour être dans un effet de style, je m'en fous complètement. Et ça, je pense que c'est important aussi de créer une certaine, un certain équilibre. Donc, et puis, c'est pour ça que dans un couple, en tout cas, je ne sais pas pour tout le monde, et ça peut paraître spécial ce que je vais dire, mais c'est pour ça que c'est toujours bien équilibré. La maman, elle est aussi là, parce qu'elle est chez nous, en tout cas, dans notre façon de fabriquer. Moi, je suis séparé de la mère de mes enfants depuis bientôt 4 ans. On est hyper potes, on s'entend hyper bien, on n'a aucun problème. On a tous œuvré pour que ça se passe correctement, on habite à 5 minutes les uns des autres. Hein. Si elle a un problème, elle vient me voir. Hein. Des fois, je la trouve dans mon salon avec ma fiancée en train de boire un coup. Il n'y a pas de souci, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aborde les sujets très brutalement. Tu m'as fait chier là, ça, je suis pas d'accord, ça va pas se passer comme ça, et ça se règle en 5 minutes. Ce qui fait que on est 100% d'accord dans notre éducation, qu'elle a quand même ce côté vachement plus doux, plus tendre, plus à l'écoute que moi, mais en même temps, c'est très bien comme ça. Bien sûr, ouais, c'est un équilibre, ça aussi. Donc c'est une façon de se fabriquer. Chacun trouve midi à sa porte. Je dis pas encore une fois que j'ai la bonne méthode, mais en tout cas, elle est très tranchée. Mais pour les enfants, c'est aussi plus clair, hein, tu vois. Quand il y a une ligne directrice qui est construite, qui est claire et tout. Mais bien sûr. Tu sais, quand tu vas chez papa, là, c'est plus compliqué, quoi. C'est un peu moins déconné. Et en même temps, c'est ça qui apporte une certaine rigueur dans leur vie. Et c'est aussi. Mais moi, je trouve ça trop intéressant. Et donc, je trouve que c'est à exploiter. Les filles le comprennent très, très bien. Et ça pose aucun problème, franchement. Tu les as pas traumatisées si elles veulent revenir, quoi. Avec non, toi en expé. Pas du tout. Non, il y a des déboires d'aventure, mais c'est normal. Bien sûr. Elles ont marché pendant combien de temps? Alors, ça, on le découvrira dans le documentaire, mais rien ne s'est passé comme prévu. Donc, on devait marcher 150 km, un peu plus de 150 km. En combien de temps? On n'avait pas vraiment de limite de jour, mais on a fait des fois 5, 10, 15, on a fait même 20 km par jour à un moment donné. Donc, on a bien trotté. Et en gros, j'étais pas le seul responsable aussi. Hein. On avait un fixeur qui était là, il y avait l'équipe de prod avec la sécurité, ce qui fait que parfois, à certains signaux d'alerte, on a dû prendre des dispositions. Ma grande fille a commencé à avoir un œdème sur le bas du visage. Oui. Ok. Donc, on a dû arrêter l'aventure pour ensuite repartir. Donc, on a improvisé comme une expé le demande. Ok. Bon écoute, à découvrir, du coup on mettra le lien, ça sera disponible en VOD, tu vois ça sera disponible sur M6 ce 28 janvier et en replay sur M6+. On s'enverra le lien et je le mettrai en plus, ça a l'air très chouette. Je vais arriver à la fin, tu vois, il y a une question qui me trotte un peu depuis tout à l'heure, c'est quand on a vécu, tu vois, des sensations aussi fortes, aussi extrêmes, quand on est toujours à la recherche d'adrénaline, jusqu'à où elle est la limite en fait? La limite c'est la mort, hein. Franchement on va pas se mentir, la limite c'est toujours la mort. Ça t'inquiète pas? Ça te dit pas tiens Qu'est-ce qui devrait m'inquiéter? Que ça soit un peu plus court que prévu, tu vois?
Le temps en vie. Ouais, et quoi finalement? Ça doit m'empêcher de faire des choses? Peut-être, ouais, sur une certaine modération, tu vois. C'est un choix qui se respecte. Moi, en fait, c'est ça que j'aime. J'aime jouer avec cette forme de limite. En tout cas, ce défi m'anime. Et voilà, et je prends le risque de mourir dans quelque chose que j'aime, avec passion. Forcément, ce qu'il faut aussi se dire, alors c'est une phrase qui est peut-être toute préfaite, mais on va bien mourir un jour, donc au plus ça dure pour certains, au mieux c'est. C'est une chose que je peux complètement entendre. Moi aussi, faut pas croire, hein, j'ai pas spécialement envie de mourir, hein, sinon je serais déjà mort. Je pense que voilà. Mais je me suis fabriqué 100% dans l'extrême, donc en gros la demi-mesure je la connais pas sur ça en tout cas. Et je crois que ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est de se dire qu'est-ce que je suis en capacité de faire pour minimiser les risques. Ça, oui, je peux considérablement l'entendre. Après, arrivera un temps où je vais aussi, si je passe à travers, baisser de régime, hein, quand on commence à vieillir. Moi, je vais bientôt avoir 40 ans, donc on a une caisse qu'on a à 40 qu'on n'a pas à 60, et inversement, on a une caisse qu'on a à 20 ans qu'on n'a pas à 40. Ce qui fait que pour l'instant, tant que je peux profiter de tout ça, je le fais. Et arrivera un moment donné où, si j'ai survécu, je ferai comme tout le monde, je louerai un hôtel avec une piscine. Je ferai le tour de ces fameuses vacances. Mais aujourd'hui, j'ai du panache. J'ai envie de découvrir le monde. J'ai envie de le faire découvrir à mes enfants. J'ai envie de créer des souvenirs. Voilà, on n'est vraiment que de passage. C'est quelque chose qui me maintient en haleine tous les jours. Et je crois qu'il faut avoir cette forme d'humilité aussi face à la mort, même si elle est difficile à accepter. Et je ne crois pas que quelqu'un qui travaille dans un endroit qui est en sécurité sera moins sur le devant de la scène ou plus protégé qu'une personne qui fait des... Bien sûr que je suis un petit peu plus mise en avant, mais aujourd'hui, je suis désolé de le dire, on vit dans une société où il y a beaucoup de maladies. Il y a un taux de maladie qui est 100 fois plus important qu'il y a 40 ans, ce qui fait qu'en fait, même si tu es en bonne santé, ça n'a plus aucune valeur. Tu peux te choper un cancer et mourir en 6 mois. Tu peux te faire renverser au passage piéton parce que tu n'as pas regardé le truc. Il arrive 1 milliard de trucs dans la vie de tous les jours où on se sent en sécurité, mais qui est une utopie. Moi, je ne vis pas avec cette utopie. Je me dis que ça peut arriver à n'importe qui, et j'en suis le premier bien placé, puisque mon père est décédé en moins d'1 an alors qu'il était en tour du monde sur un bateau. Je veux dire, mon père avait 54 ans. C'est quand même très jeune, quoi. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je rentre un petit peu dans une forme de ralentissement pour me dire, je vais profiter de la vie, mais ça se trouve, elle va venir me cueillir tout doucement, tranquillement, alors que tout sera bien contrôlé, que tout ira bien. Je me dis non. Voilà, je préfère pour l'instant vivre de cette manière-là, et oui, jouer un petit peu avec, mais au moins je suis la meilleure version de moi-même dans ce que j'entreprends. Pourquoi tu vas rechercher du danger? Tu peux vivre de manière... En fait, là où je te rejoins, c'est que vivre intensément, je suis d'accord avec ce principe. J'essaye de le faire, tu vois, à mon humble niveau. Mais tu peux faire du intense sans être dangereux. Ouais. Tu vois. Mais s'il n'y a vraiment pas une part de risque de tout perdre, l'enjeu n'est pas le même. Toi, c'est ça que tu viens chercher? Ah bah oui. C'est pas la même dimension. Je suis désolé. C'est comme si tu allais jouer au casino avec 10 balles ou toutes tes économies. C'est pas pareil. Toute une vie d'économie ou rentrer avec 10 euros pour aller jouer à la roulette. C'est pas pareil. D'un côté, tu as un all-in, et de l'autre, tu as la vie de tous les jours qui peut être maîtrisée, contrôlée et aperçue d'une manière de sécurité. Moi, j'aime me dire, en fait, là, il n'y a pas de filet. Et quand il n'y a pas de filet, tu réfléchis différemment, tu travailles différemment, tu t'entraînes différemment, tout est différent. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas de point de non-retour. Il y aura un point de non-retour. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu ne fais pas les choses correctement, ça s'arrêtera.
Et donc, je trouve que ça, c'est intéressant, cette façon de gérer à la fois une préparation, à la fois une mentalité, à la fois une dimension extrême de se dire, bah oui, là, c'est comme, je sais pas moi, des mecs qui sautent en base jump, hein, je sais pas, leur vie est en jeu, quoi. Et à partir de ce moment-là, bah, ils s'entraînent plus, c'est beaucoup plus millimétré, c'est beaucoup plus dangereux, et c'est ce qui te permet de repousser les limites et de trouver des sensations encore plus extrêmes. Et ça m'anime. Ok. C'est quoi les prochains projets ? C'est quoi les trucs que tu as absolument envie de faire, les trucs qui te font rêver, les records qui n'ont pas été battus, Comment est-ce qu'on rentre dans l'histoire quand on s'appelle Laurie Lag ? Moi, j'ai pas spécialement. Plus jeune, j'avais cette avidité de vouloir écrire mon nom quelque part. Aujourd'hui, beaucoup moins. Ça, je l'ai perdu, par exemple, considérablement. Cette fame, voilà. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une dimension vivons heureux, vivons cachés. Des records, j'ai envie d'en faire, oui, mais plus par défi personnel plutôt que d'entrer dans une quelconque histoire ou d'avoir une reconnaissance de la part d'un public. Je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'accomplir personnellement. Donc là, 2025, c'est une année de défi. Je prépare une grosse expédition. Je suis monté encore d'un cran. La plus grande expédition de toute ma vie, où je vais partir entre 5 et 6 mois sans m'arrêter. Voilà, et essayer de retrouver un petit peu mon ADN premier, qui est de n'exceller dans aucun domaine, mais de réussir à survivre partout. D'accord, ok. Donc plein d'endroits différents. Qui sait ? Ok, on n'en aura pas plus. De ce que tu connais, toi, des explorateurs, des aventuriers et tout, c'est... Si on enlève toi, est-ce que tu vas faire ? Ouais. C'est qui selon toi qui a fait l'expédition la plus dure ou la plus hardcore ou la plus vénère ? Mike, sans hésiter. Avec laquelle, tu dirais ? Latitude 0, franchement, il est quand même parti 17 mois d'affilée, tour du monde. Non, c'est un grand malade. Non, mais ça reste le patron, hein, franchement, faut le dire. Aujourd'hui, moi, on est rentré dans un air de consommation, et pareil, dans un air de consommation des expéditions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu tellement une hype que les mecs partaient pendant 15 jours dans un endroit. Alors moi, je me suis tapé des énormes barres. Les mecs partaient faire des expéditions. Il fait nuit noire, machin et tout. J'étais là, mec, c'est là où je vais m'entraîner. Donc juste, faut se calmer. À un moment donné, il y a faire l'apologie de quelque chose avec une certaine classe, et à un moment donné, se foutre de la gueule du monde. Moi, j'ai pas été d'accord, j'ai toujours voulu rester dans cet ADN assez puriste. C'est pour ça que mes expés sont quand même assez longues. Mais voilà, et ma projection de mon expé ultime, c'est une expé qui est 20 mois d'affilée, sur laquelle je travaille, justement, avec ces fameuses levées de fonds et tout ça, pour rester dans cet ADN d'aventure. Mais Mike, partait 1 an, 2 ans, il faut dire la vérité, hein, c'est quelqu'un qui avait cet esprit très puriste d'accomplir ses missions, et qui est ultimement respectable. Et donc, voilà, moi, je trouve que l'usure vient sur la longueur, et la longueur est très importante dans une expédition. Et même si je fais des petits trucs de 15 jours et tout pour m'entraîner, il faut forcément aller chercher quelque chose qui est plus profond, plus long, plus dur, plus difficile, plus grand, qui coûte plus cher, pour vraiment se retrouver dans des situations difficiles et retrouver cet ADN d'aventure d'antan qui n'existe plus. Et je pense que Mike a été le dernier, et j'en suis même pas à son niveau, encore une fois, hein. C'est-à-dire que moi, le plus long que j'ai fait, c'est 3 mois, et c'est déjà très long pour certains, mais Mike, il est quand même parti des grands 2 ans, hein. Donc même s'il les a bien coupés et tout ça, moi j'ai envie de me rediriger vers ces explorations longues, voilà, et de pas faire des petits shots comme ça, juste pour faire de la création de contenu. En tout cas, c'est pas mon ADN. Ça te fait pas chier la solitude ? Non, pas du tout, au contraire. Ce qui me fait chier, c'est les gens. Je suis pas un mec qui aime spécialement le quotidien. Je suis pas associable. Mais je prends beaucoup moins de plaisir à être avec les gens dans un quotidien. Très rapidement, je me fais chier. Très rapidement, les gens m'ennuient. Et ce qui fait que la solitude, c'est mon meilleur ami. C'est toi qui prends tes décisions. C'est personne qui a décidé d'être là à ta place. C'est une introspection profonde, extraordinaire sur j'ai du temps pour réfléchir à des choses dont je ne prends jamais le temps dans un quotidien. Je suis face à moi-même. Je ne peux pas me réchapper de cette situation. Qu'est-ce que je vais faire en rentrant ? Quelle décision je vais prendre ? Est-ce que je vais continuer à lui parler ? Est-ce que finalement je vais être bête ? Est-ce que je vais... Et ça recentre considérablement sur les priorités de la vie. Moi, j'ai besoin de ça.
J'ai pas réussi à beaucoup partir cette année, l'année précédente, pardon, 2024. C'est pour ça que je suis un petit peu comme un chien en cage. Mais la solitude ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure situation pour se connaître soi-même. Voilà. Et je vais te dire quelque chose qui va paraître très très drôle. Les gens pensent que la survie, c'est quand je pars en expédition, alors que pour moi, la survie, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Je pars en expé pour réussir à survivre dans le quotidien. Voilà, c'est complètement l'inverse. Mon élément de prédilection, c'est quand je suis loin et que personne ne me casse les couilles. Tu te sens mieux? Ah ouais. J'ai plus de téléphone, j'ai plus de contraintes, j'ai plus d'enfants à aller chercher, j'ai plus rien à penser en fait. C'est le vide absolu. Mais j'ai très envie de te parler de ça rapidement là parce que c'est vrai. Déjà, moi, tu vois, toute proportion gardée, j'avais fait le GR20 avec des potes, tu vois. 7 jours, effectivement, ça capte pas. Tu ranges ton téléphone, ça c'est le kiff. T'es en plein milieu de la nature, donc t'es avec tes potes, tu marches, tu bois, tu manges, tu dors, c'est tout quoi. Ouais. Et le plus dur, c'était le retour. Ouais. Franchement, c'était les emmerdes du quotidien, les Parisiens, les Parisiens, mais les Corses aussi, tu vois, juste. On en parlait en début de podcast, mais c'est les réalités différentes. Chacun a sa propre réalité. Toi, tu sors d'une réalité pour rentrer dans une autre réalité. Le temps s'allonge, tout est différent, les obligations sont plus les mêmes. Et là, tu rentres dans une autre réalité. La réalité qui est plus la tienne, ton introspection personnelle et tout ça. Et finalement, que ça soit au départ, à l'arrivée, ça reste que des chocs de réalités différentes. Bien sûr. Donc, je rentre, hop, mon téléphone. Ah, mon téléphone sonne. Ah, ben j'ai des obligations. Ah, les enfants. T'es parti. Donc là, pendant tout ce temps, maintenant, Coco, il faut payer l'addition. Ah, mais il faut payer la compta, forcément. Pour partir autant de temps, il faut payer la compta. Faut pas se leurrer. Hein. Donc, tu veux partir 6 mois. Ah, là, les enfants, tu vas les avoir 90% du temps. Moi, je vais machin, truc bidule chouette. Et en plus de ça, il faut que tu travailles. Donc, il ne faut pas croire. Mais être libre, c'est un prix à payer. Si tu veux rester un minimum dans la société. Si tu veux sortir de la société, ce sera facile. Parce que plus de compte en banque, plus rien à foutre de personne, plus de téléphone. Allez, t'es limite de l'anarchie, il n'y a pas de souci. Là, c'est la liberté pure et dure. Et à ce moment-là, il faut en assumer les conséquences. Mais si tu veux être libre dans notre société, ça veut dire à la fois, tu as envie de t'extirper de cette société. Mais de jouir aussi de la vraie et de jouir de la vraie liberté, mais en même temps, tu as envie d'en profiter. Ça se paye. Moi, pour partir en expédition, faut pas se leurrer. Hein. Ça me demande 100 fois plus de boulot à la maison, de présence, d'activité, de découverte avec les kids, pour qu'à un moment donné, je puisse partir et que je puisse dire je suis pas là pendant tant de mois. Mais par contre, quand je suis pas là, c'est extraordinaire aussi. Mais désolé, moi je kiffe quoi. Je kiffe. Donc c'est un équilibre, ça. Ok. Et ouais, donc ça donne des migraines quoi quand même quand tu reviens. Ah oui. Ah, bien sûr. Mais même maintenant, j'ai créé des phases en fait. Après des grosses expéditions, je rentre pas chez moi. Hein. Ah ouais, tu te fais un sas de décompression. Je rentre plus chez moi, c'est fini. Ok. J'ai trop souffert de ça. J'ai trop souffert de ça. Et même tous les protocoles de communication, ils sont différents. Je communique plus avec la vie du quotidien. En expédition, je coupe court. Il y a que certaines personnes qui peuvent me contacter, c'est trié sur le volet. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas me donner des informations de la vie du quotidien pendant que je suis en expédition. Que quelqu'un soit pété une jambe, des trucs machin et tout, je m'en bats les couilles. Je ne peux pas avoir ces informations-là. Tu laisses ton téléphone avec WhatsApp non, mais je n'ai plus de téléphone. Moi, le téléphone ne capte plus de toute manière où je vais. Hein, donc tu reviens, tu as 150 000 messages. Quoi. Ah ouais. Moi, putain, j'ai que ultime, quoi. J'ai que le réseau satellite, en fait. J'ai que l'Iridium et le Garmin. Donc, appel oral pour l'Iridium et échange de messages avec le Garmin. Ce qui fait que c'est encore d'autres communications aussi. Ça veut dire qu'il y a une communication qui est un peu plus palpable que l'autre. Parce que la communication par message, tu te rends jamais compte vraiment des dangers et tout ça. Et c'est bien, ça crée un écart entre différentes réalités. Alors que quand tu as la personne au téléphone, alors tu as toujours un peu de chance parce que le téléphone satellite, il déforme un peu les voix. C'est vrai. Ouais, il y a parfois comme ça. Donc tu arrives à comprendre, mais tu n'as pas vraiment les émotions. Donc c'est encore la chance que tu pourrais avoir, mais c'est quand même déjà plus palpable. Ce qui fait que c'est compliqué quoi. Ok. C'est Stellar là non ou comment la boîte là d'Elon Musk là où qui met l'internet partout du satellite là. Ok. Ouais. Bon, je sais pas c'est. Ça va faciliter les expéditions ça. Je sais pas. Franchement oui j'imagine qu'à un moment donné il recouvre l'entièreté du globe.
Les communications, oui, mais moi, ça ne change pas que mon téléphone, quand je pars en expé, c'est ma liberté. Hein. Tu captes plus sur le réseau. Voilà. Mais tu sais, je demandais ça à des skippers, tu vois. Oui, oui. Arnaud Boissière, tu vois, il est dans son 6e Vendée Globe, là, tu vois. C'est le mec qu'on a fait le plus d'affilée. Je touche du bois pour qu'il termine. Et il me disait, ça a totalement changé, en fait. Ouais. Parce qu'il me disait, avant, en fait, il y a 25 ans, on était vraiment... il n'y avait personne, il n'y avait vraiment aucune communication. Il me dit là, maintenant, tu envoies des messages, tu es sur Instagram, tu peux faire ce que tu veux. Il me dit en fait, on est en moitié de course. Parce que on va dire le dernier tiers de la course est beaucoup plus facile sur le Vendée Globe. Tu peux plus te taper a priori des trucs. Il me dit là, on négocie les bateaux, on s'envoie des messages entre skippers, tu recommences à envoyer des messages à ta famille et tout. Et ça a complètement changé le niveau de... J'aime moins. Ouais. Je trouvais que c'était bien avant, quand au moins il n'y avait pas le choix. Ça laissait pas de place et ça obligeait à rentrer les gens dans une autre dimension, dans une autre réalité qui était vachement intéressante aussi. J'ai pas de critique, encore une fois, hein, mais moi, ce que j'aime dans mes experts, en tout cas, c'est couper. Ok. Comment est-ce que tu progresses, Laurie ? Comment est-ce que je progresse ? Je me nourris de beaucoup de mes erreurs, des choses que j'ai mal fait. J'écoute énormément les gens, leurs retours. J'essaie d'être assez alerte à la vie de ceux qui me sont chers. J'essaie de mieux m'écouter aussi, d'écouter un petit peu plus mon corps, d'accepter un peu plus mes faiblesses avec l'âge et de plus en plus de m'entourer aussi de gens compétents. J'ai beaucoup fait de choses seul. Aujourd'hui, voilà, j'ai des coachs, j'ai des gens qui m'accompagnent. Je pense que ça, c'est important maintenant d'avoir des professionnels dans une discipline ou dans un domaine pour pouvoir performer là où, en fait, à un moment donné, tu plafonnes. Donc, un petit peu tout ça. Voilà, j'aime ne pas avoir spécialement de ligne éditoriale et ne me laisser un peu porter aussi. Je pense que c'est cette forme de liberté-là, ça me permet de grandir aussi, de me dire que je suis ouvert un petit peu à tout, je peux discuter avec tout le monde de plein de sujets différents et de partir là où j'en ai envie en fonction de mon humeur. Et voilà, et j'essaie toujours de me surpasser dans les domaines dans lesquels je pense que je suis compétent. Voilà, je prends très à cœur tous mes rôles. Mon rôle de père, je le prends très à cœur. Mon rôle de fils, de fiancé, de frère, c'est des rôles que je prends très à cœur un peu plus maintenant aussi. Et j'essaie toujours de un petit peu meilleur que l'année passée. Mais écoute, c'est une belle phrase pour la fin. La toute dernière question que je pose, c'est qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler solitude, pour parler expédition, pour parler parentalité, je sais pas, n'importe quel sujet, mais autour des expés, de l'aventure, qui est-ce que tu aimerais bien écouter pendant 2 heures ? Là, comme ça, la personne qui me viendrait, c'est forcément Chloé. Chloé, ma chef d'expédition, c'est une personne qui est quand même très introvertie, très solitaire, qui a une façon de fabriquer son écosystème d'une manière unique, qui gère des énormes stress et qui est une femme aussi. Et je trouvais que c'était très important de travailler avec des femmes. Moi, j'avais beaucoup envie d'avoir des personnes comme elle dans mon écosystème. Elle a ma vie entre ses mains, c'est pas n'importe quelle responsabilité. Et Chloé, c'est une personne qui sait extrêmement bien s'exprimer aussi et qui arrive à poser des mots très forts et très justes sur certaines situations. Donc là, comme ça, je te dirais Chloé Tedaldi pour avoir un retour et une autre vision de plein de situations que j'ai traversées avec elle. Écoute, j'ai déjeuné avec elle il y a 2-3 ans. On a fait un podcast aussi avec Marine. Ouais. Donc c'est une très bonne invitation. Ça me donne une idée d'épisode et c'est vrai que ça pourrait être très cool. Magnifique. Merci Laurie. Merci à toi. Merci à vous. À plus. À plus tard.